du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le pyramide, le seigneurie, par les flots du Fourri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les manettes Bouka, sur les crêtes de Reboba, Marc Saki nous caresse, Picoussi d'allégresse, ces armatants qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Bonjour, bon dimanche et bienvenue donc au troisième et dernier épisode de la trilogie que j'ai lancé il y a 2 jours. Je suis très reconnaissant envers ceux qui m'ont accompagné jusqu'ici en regardant ce que j'avais à dire, en s'imprégnant des éléments que je donnais et qui, à mon avis, peuvent servir à chaque Camerounais dans son argumentation, notamment avec les défenseurs du régime, pour qu'ils aient des choses à dire, pour qu'ils comprennent quels sont nos problèmes, quelle est l'origine du mal camerounais actuel, partant de la crise anglophone jusqu'à la suppression des libertés publiques avec la question d'état de droit, pour finir sur le thème d'aujourd'hui qui est le tribalisme. On m'a fait savoir en ouverture de ce live, je l'ai constaté il y a quelques instants dans les commentaires, que il y a des streamings qui se déroulent en même temps. Je suis désolé, j'ai envie de dire que de toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Si quelqu'un estime qu'il a un élément plus intéressant à regarder que celui-ci, évidemment, il n'est pas obligé de rester là. Il peut en différer. Les vidéos sont après publiées sur YouTube ou restent sur la page de toute façon. Il peut en différer, regarder demain soir ou après de toute façon. Elle reste là à l'infini si vous voulez. Et aussi, on est 25 millions, donc de toute façon, 25 millions ne seront pas connectés sur la même plateforme. J'avais programmé ces chapitres de la trilogie il y a 2 jours pour 17h à 18h30, donc 90 minutes chacune. Je ne peux donc pas décaler parce que dans le même temps, il y a une autre sortie vidéo. De toute façon, il y en a toujours. Si tout le monde décide de faire, si 24 personnes décident de faire des vidéos d'1 heure, ça va empêcher le reste du monde d'en faire, vu qu'à chaque heure, il y aura forcément une vidéo qui passe. C'est pour ça que je ne peux pas décaler justement le programme que j'avais déjà fixé pour des soucis de sérieux. Surtout que le thème est important. Nous allons parler aujourd'hui du tribalisme. C'est ce que j'appelle l'enfer camerounais, le cancer national, la gangrène institutionnalisée presque, imprégnée culturellement presque, génétiquement construite dans nos familles presque, et ça fait que nous nous retrouvons face à un problème supplémentaire ajouté au problème que nous avons déjà. Le tribalisme est, avec la gabegie financière du régime Biya, l'une des pires calamités que le Cameroun connaît. Il se retrouve dans différentes sphères, on va le trouver dans la famille, on va le trouver dans le voisinage, on va le trouver dans les institutions, on va le trouver même en diaspora, et c'est très problématique pour un pays qui veut se développer, pour un pays qui veut émerger, pour un pays dont la jeunesse se présente comme le fer de lance du futur. Est-ce qu'on peut construire un pays sur le tribalisme? Et d'abord, qu'est-ce que le tribalisme? En ouverture de rideau, vous vous doutez bien certainement, je vais adresser mes sincères félicitations à notre frère Francis Ngannou. J'ai veillé toute la nuit pour regarder le combat. Je ne savais pas qu'il se déroulait en fait le matin. J'aurais dû dormir et voilà, et programmer mon réveil pour 5 heures et j'aurais rien raté. Mais au moins, le fait d'avoir veillé et d'attendre ce qui a été un moment d'extase absolue pour nous qui n'aimons pas les sports de combat, mais qui y avons pris goût hier comme si ça avait été, je sais pas, quelque chose à laquelle nous étions habitués depuis la naissance. En tout cas, ça m'a permis, le fait de veiller m'a permis de commencer à réfléchir sur justement les solutions que les Camerounais peuvent utiliser pour vaincre leurs différences et construire un pays autour de ce qui les unit. On se souvient que lorsque Ngannou était arrivé au Cameroun,
et il y avait fricoté avec les éléments des forces de défense. Ça avait été jugé de manière très ambiguë, ça avait été mal pris même par beaucoup, et j'avais traité justement l'affaire avec beaucoup de prudence en invitant notre cher frère à beaucoup de retenue parce que le régime camerounais est constitué de carnassiers qui n'hésitent pas à récolter là où ils n'ont pas semé. Qu'à cela ne tienne, évidemment, dans le registre du sport, dans le registre du talent qui a fait de Francis Ngannou le champion qu'il est aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Nous étions tous très heureux et nous continuons à l'être désormais. Le Cameroun est champion du monde en poids lourd UFC. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit et c'est un motif de fierté. La leçon de vie qu'il nous enseigne, c'est que justement, de un, à partir de rien, à partir de zéro aujourd'hui, on peut être quelque chose demain. Il ne faut donc pas considérer la situation de quelqu'un aujourd'hui et se dire que cela terminera toujours comme ça. Il y a beaucoup de gens, je vais un peu taquiner les femmes, qui auraient quitté Francis Ngannou à l'époque si elles étaient en couple avec ce jeune garçon où arrivé en France, il voilà était sans abri à la porte de la Villette à Paris, où il essayait de chercher un sens à sa vie, d'essayer de se frayer une place au soleil. Beaucoup auraient dit bah moi je veux un employé de bureau, puis une veste cravate qui est déjà tout accompli et voilà c'est ça le vrai mariage, c'est ça l'amour, c'est ça la plénitude définitive. Mais que non, on voit que voilà, le rejeté, le sans-abri, le sans-papier, comme on appelle beaucoup de gens de la diaspora, est devenu l'étoile dont un pays est fier aujourd'hui et dont ceux qui l'ont poussé à quitter le pays se prévalent maintenant d'être la mamelle nourricière d'un Ngannou qui ont fait de lui ce qu'il était. Ça, c'est la première chose qu'il nous enseigne, c'est-à-dire qu'à partir de rien, on peut devenir quelqu'un. La deuxième chose que nous apprenons de Francis Ngannou, c'est que nous sommes dans un pays, le Cameroun, où le Camerounais est la plupart du temps livré à lui-même. Il n'y a pas d'État au Cameroun qui serve la destinée du jeune Camerounais. Il y a un État au Cameroun qui se sert. Si vous voulez réussir au Cameroun, débrouillez-vous de vos propres ailes. Les exemples sont légion. Thomas Biolay est revenu après y avoir étudié à la lampe dans son village et après avoir été recruté par l'Université Polytechnique de Turin, avoir fait des séminaires aux États-Unis auprès de la General Atomics et être devenu le brillant physicien qu'il est aujourd'hui. Il a été retrouvé au Cameroun et aujourd'hui les autorités camerounaises se vantent d'avoir un individu comme ça. Amadou Amal Jaili qui a été opprimé par son mari, qui a dû fuir le foyer, qui est arrivé en France et qui a écrit l'histoire de sa vie, est devenu aujourd'hui, en tout cas l'icône des femmes qui militent pour le respect justement de la gente féminine contre la violence faite aux femmes et ainsi de suite. Et Paul Biya la cite aussi en exemple. Pourtant, à l'époque, quand elle était dans la situation, si elle en avait parlé autour d'elle, les mêmes qui sont aujourd'hui de très grands affidés, il y a Paul Biya aurait dit à cette femme ouais mais c'est le mariage, accepte la torture, de toute façon tu pleures trop, tu penses que tu souffres plus que qui. Voilà dans les deux leçons que nous apprenons aujourd'hui. La première c'est que nous avons besoin de construire un État qui comprend qu'il est le serviteur de sa population et non que l'État est la caverne d'Ali Baba où il s'agit simplement de se sucrer, de se remplir les poches. La deuxième c'est que il ne faut jamais se moquer aujourd'hui d'un morceau de pierre. Peut-être que ce morceau de pierre contient des métals précieux à l'intérieur, peut-être qu'il y a du diamant, de l'émeraude, du saphir à l'intérieur et voilà, le jugement trop hâtif peut conduire à ce que on découvre plus tard qu'on s'est trompé. Félicitations donc encore à Francis Ngannou qui nous a fait nos souvenirs que nous sommes Camerounais et voilà, revivre les sensations que nous avions quand nous n'avions pas encore la crise anglophone et que l'union sacrée derrière l'équipe nationale était une évidence, ou quand Samuel Eto'o, avant l'équiproquo sociopolitique, faisait la fierté de la nation quand on le regardait jouer au FC Barcelone. Donc c'est par rapport à cela dont aujourd'hui aussi que j'ai défini ce thème il y a 3 jours quand je disais je fixe une trilogie sur 3 sujets. Le premier, la crise anglophone, le deuxième, l'état de droit et le troisième, le fédéralisme. Je croisais les doigts pour que notre cher frère remporte son combat aujourd'hui et pour que nous puissions poser les questions à nous-mêmes Camerounais. Est-ce que c'est bien
qu'un Camerounais soit champion du monde, quelle que soit sa région. Et aujourd'hui, nous constatons que oui, l'essentiel n'est pas la région d'origine d'un citoyen, l'essentiel est ce qu'il accomplit. Ça nous met donc devant la problématique que nous avons souvent avec une phrase totalement désagréable quand on entend un Bamileke, un Bassa, un Eton ne doit pas être président. Là, on revient donc à la question, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'un Eton, qu'un Bamileke, qu'un Bolo soit président ou alors que la personne qui siège à la magistrature suprême ait un programme qui permet au Cameroun de rayonner à l'international. Le rayonnement d'un Gano à l'international nous apporte donc la réponse et nous constatons que ce n'est pas la tribu, ce n'est pas le village, ce n'est pas l'ethnie qui compte, ce qui compte c'est ce que le personnage est capable d'accomplir. Voilà en introduction ce que j'avais à dire. On peut donc commencer par la question justement, qu'est-ce que le tribalisme? On en parle beaucoup, mais qu'est-ce que le tribalisme? Le tribalisme, c'est un peu comme le racisme, l'antisémitisme, ou si vous voulez, beaucoup de ces concepts qui finissent en isme avec une connotation négative. Tribalisme signifie la haine, l'aversion, L''aversion, donc la haine, le mépris envers une ethnie, une tribu, un clan autre que le sien. Le mépris fondé sur l'irrationalité, sur la gratuité, sur la haine totalement injustifiée. C'est ça le tribalisme. Le tribalisme n'a rien à voir avec la fierté ou la conscience tribale. Nous sommes tous une ethnie, parfois nous sommes de deux ethnies, parfois nous sommes d'ethnies multiples. Ce n'est pas un problème d'en être fier. Ce n'est pas un problème d'utiliser ça comme porte et étendard pour la diversité, pour la richesse culturelle. Mais ça devient problématique quand ça conduit au mépris envers une autre ethnie, envers un autre clan, envers une autre tribu, envers une autre structure sociale de la société. Et donc, le Cameroun aujourd'hui souffre de cette énorme gangrène où, au lieu de la diversité culturelle, au lieu de la diversité ethnique, au lieu de la diversité sociale du Cameroun qui pourrait nous permettre de briller en raison de nos sources multiples et de notre grande diversité, elle a conduit à des clashs qui peuvent aboutir à long terme à ce que nous avons eu en avril 94 au Rwanda, avec 800 000 morts en un mois parce que les gens ne s'écoutaient plus, parce que les gens ne se supportaient plus, parce que la radicalisation a été nourrie par des gens qui justement refusaient de réfléchir en tant que nation et de tabler sur ce qui les unit. Voilà donc le tribalisme. C'est la haine de l'autre parce qu'il est bolo. C'est la haine de l'autre parce qu'il est bamileke. C'est la haine de l'autre parce qu'il est du Nord. Et malheureusement, quand on regarde la sociologie camerounaise, on constate que le tribalisme n'est pas une denrée rare. Des gens ont peut-être pensé, parce que nous sommes du MRC et que justement il est une focalisation sur, une bamilekisation du MRC si vous voulez, que j'allais m'appesantir sur le tribalisme anti-bamileke, qui est une réalité et qui est construit par l'État contre le MRC pour lui faire porter une casquette ethnique, mais en fait non. Le tribalisme, en fait, me répugne à toutes les échelles. Ça signifie que si vous êtes Bamileke et que vous êtes tribaliste, je ne vous supporte pas. Si vous êtes Ewondo et que vous êtes tribaliste, je ne vous supporte pas non plus. Si vous êtes du Septentrion et que vous êtes tribaliste, je ne vous supporte pas non plus. Je suis opposé au tribalisme sous toutes ses formes parce que pour moi, le tribalisme est une denrée qui n'a pas, avec laquelle il ne faut pas faire de compromis. Ça signifie donc que nous allons parler du tribalisme dans tout son spectre. Nous allons parler des Bamileke qui n'aiment pas les bolos, autant que nous allons parler des bolos qui n'aiment pas les bamileke, et nous allons parler, entre autres, des différents types de tribalisme. Alors, dans la sociologie camerounaise, on peut distinguer principalement trois types de tribalisme. Le tribalisme par ignorance, si vous voulez, le tribalisme intermédiaire, je vais expliquer, et le tribalisme d'État. Et c'est sur le tribalisme d'État qu'on va se pencher aujourd'hui plus en détail. Mais maintenant, c'est quoi le tribalisme par ignorance? C'est le fait que vous arrivez dans un village et il y a des gens qui, parce que vous venez d'une autre ethnie, d'une autre structure clanique, d'un autre registre social, ne vous aiment pas. Mais ce n'est pas qu'ils ne vous aiment pas parce que, ils sont conscients du fait qu'ils devraient vous aimer, mais ils ne le font pas. Non, ils ne vous aiment pas parce qu'on ne le leur a pas enseigné, on ne les a pas éduqués à vous aimer, on ne les a pas éduqués que nous sommes maintenant une nation, un pays, et qu'on doit se considérer comme tel, qu'on doit se considérer comme frère.
Vous arrivez donc dans un village reculé qui, parce que justement c'était ça l'Afrique avant la constitution des républiques sous le modèle colonial, c'était une mosaïque de tribus, d'ethnies, de clans, et justement on était organisé comme ça. Même en Europe c'était pareil. Vous aviez à l'intérieur d'un même pays 6000 royaumes. Dans la Grèce antique vous aviez les Spartes, les Athéniens et ainsi de suite. Donc vous avez aussi en Afrique des structures comme ça. Vous pouvez y avoir justement la communauté Douala, la communauté, je sais pas, Bakweri, la communauté X dans telle ou telle zone, et on essayait d'échanger avec ceux avec qui on s'entendait. S'il y avait entente, s'il n'y avait pas entente, bah, on n'est pas, enfin, l'histoire n'a pas été faite que de paix. Les gens se bagarraient quand ils n'étaient pas en accord. Maintenant, quand la colonisation est venue et a créé un pays, on a obligé plus ou moins toutes ces structures à vivre ensemble. Le problème, c'est qu'on ne les a pas éduqués dans les proportions qu'il fallait à se vivre ensemble là. Ça signifie que quand, par exemple, la Grande-Bretagne et la France viennent faire de l'ancien protectorat allemand un pays qu'on va appeler Cameroun, à partir des années 60, bon, là-dedans, vous trouvez les Ewondo, les Bassa, les Bolo, les Topori, les Mondans, etc., qui, à l'origine, ne vous ont pas demandé de les constituer en pays. Mais comme vous les avez constitués en pays, il y a un autre devoir à accomplir, c'est-à-dire à leur inculquer l'éducation nationale, à leur apprendre l'amour du drapeau, en leur disant maintenant, votre patrie n'est plus réduite au clan. Le clan symbolise simplement maintenant la diversité culturelle qui fait rayonner votre patrie, qui est aujourd'hui la République, qui est aujourd'hui le Cameroun dans son ensemble. Et vous devez donc aimer tous les Camerounais malgré leurs différences parce que vous serez amené à réaliser les projets de construction du pays ensemble. Dans le tribalisme par ignorance, cela n'est pas inculqué comme ça dans les villages ou dans même, enfin, je dis dans les villages, dans ceux qui pratiquent le tribalisme par ignorance. Pour eux, on n'est pas encore le Cameroun. Pour eux, je suis de Mboudan. Pour eux, je suis de Batié. Pour eux, je suis de Mayomessala. Pour eux, je suis de Sangmelima. Pour eux, je suis de Kousseri. Et ça s'arrête là, ne me parle pas du Cameroun. Donc si j'ai, je sais pas, un mariage, je ne veux pas que quelqu'un qui vient de Sangmelima vienne épouser ma fille qui est de Mboudan. Si j'ai une réunion, je ne veux pas que les gens de Bati intègrent la réunion de moi qui vient de Mokolo, et ainsi de suite. Parce que je n'ai toujours pas compris que pour construire le pays, on a besoin d'un projet commun. Pour construire, je sais pas, on va dire, on lance un barrage à Menveleu. Même si c'est en région Fangbeti, on a besoin des ingénieurs du Nord, comme Mamadou Mota. On a besoin peut-être d'un physicien, comme Thomas Biolay. On a besoin, voilà, d'un penseur, d'un philosophe d'une ou d'une autre région qui va justement nous dire la pertinence pour la société d'un ouvrage sur lequel on travaille en commun. On a besoin donc de tout ça, et c'est pour ça que enfin, il faut éduquer, il faut inculquer cela aux habitants, aux Camerounais. Ceux qui ne le savent pas pratiquent donc le tribalisme par ignorance et vous détestent comme ça pour rien. Je parlais tout à l'heure de la constitution du Cameroun qui était de plusieurs tribus en république. Prenons l'exemple de Emmanuel Ndélé, qui était le premier ministre du Cameroun britannique entre 57 et 59 et qui était dans le même temps l'un des représentants traditionnels de l'ethnie Bakweri. Voilà, Emmanuel Ndélé, bien qu'il fût chef traditionnel, avait à cœur, comprenait en tout cas qu'on était maintenant dans l'ère de la République. Et même si lui, il était plutôt pour un rattachement au Nigeria, en tout cas, il ne se disait pas je veux une république des Bakweri. Il disait je veux que le Cameroun britannique soit intégré au Nigeria en tant que l'un des États fédérés du Nigeria. Bon, plus tard, même s'il n'était pas d'accord qu'il y ait rattachement avec le Cameroun francophone, lorsqu'il y a eu la République fédérale en 61, il a commencé à se voir comme citoyen camerounais au-delà de l'ethnie Bakweri. Après, il a intégré l'Assemblée nationale Swahiljo comme camerounais, même s'il est Bakweri, parce que il a su transcender la conception du village, il a su dépasser le fait qu'il est Bakweri, il n'était pas tribaliste, déjà pas du tout, mais il n'était surtout pas, même s'il l'avait été, il n'aurait pas été tribaliste par ignorance, parce qu'il était éduqué au fait qu'on est maintenant à l'époque de la République, à l'époque de l'État, à l'époque du drapeau, à l'époque justement de l'administration moderne. C'était le XXe siècle et les choses n'étaient plus comme à l'époque féodale. Donc, c'est ça le contraire du tribalisme par ignorance. Le tribalisme par ignorance est la forme de tribalisme la plus, on va dire, tolérable, parce que ces gens qui se comportent comme ça ne le savent pas. Quand on les voit dans cet état, on a le devoir de les éduquer. Si depuis votre naissance,
On vous a dit que Hitler était quelqu'un de bien, vous allez penser que c'est quelqu'un de bien. Vous n'étiez pas là quand il massacrait les Juifs. Il faut qu'on vous dise qu'en fait, Hitler a massacré des Juifs. La preuve, aujourd'hui, pour nous, Africains, De Gaulle est un héros. Il y a des avenues Charles de Gaulle dans nos villes parce qu'on ne nous a pas éduqué que De Gaulle est l'un des principaux fossoyeurs des indépendances africaines. Il est l'architecte des assassinats de Ruben Oumniobé, Félix Moumié, Osende Yafana et consorts. Voilà. Et à partir du moment où les Camerounais ne savent pas cela, bah forcément, ils vont donner à leur rue le nom de Charles de Gaulle, le nom de Pierre Messmer, le nom de Gallieni et tous ces généraux justement qui ont sinistré nos pays. Donc, avec le tribalisme par ignorance, ça fonctionne pareil. Le deuxième type de tribalisme, si vous voulez, c'est le tribalisme intermédiaire. Ça signifie que ce n'est à première vue pas vraiment du tribalisme parce qu'il n'est pas fondé sur la haine, mais ça se matérialise par un repli radical sur soi. Ça signifie que les gens qui sont dans cette catégorie-là ne veulent pas épouser les personnes qui viennent d'autres régions, ne veulent pas les personnes qui viennent d'autres régions dans leur réunion, ne veulent pas, voilà. Mais la première idée qu'ils se disent, c'est que nous voulons conserver le socle de notre village. Nous voulons conserver notre culture. Nous ne voulons pas nous mélanger parce que nous avons peur que la culture se perde. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas les ressortissants des autres tribus. Ça veut simplement dire que dans leurs paradigmes sociaux, ils aimeraient que cela se fasse en comité restreint. Un peu comme les juifs aujourd'hui. C'est-à-dire, en général, je ne sais pas en détail comment ça se passe, mais c'est des entités extrêmement communautaire, même si après on vous parle de communautarisme en France, en tout cas, tout le monde est communautariste plus ou moins, sauf les Noirs, sauf les Africains. Les Africains commettent le péché d'être communautaristes les uns envers les autres, plutôt que de fonder un communautarisme africain, ou du moins un communautarisme national, contre justement les autres, ceux qui ne sont ni de leur pays, ni de leur continent. Donc dans cette deuxième catégorie du tribalisme, si vous voulez, le tribalisme intermédiaire, c'est donc des gens qui savent que ce qu'ils font, c'est de l'exclusion sociale, mais ils continuent de le pratiquer, ce qui n'est pas bien. En revanche, ce qui est bien, ou du moins ce qui est acceptable, c'est le fait qu'ils ne détestent pas les autres. Vous allez donc voir dans les diasporas, vous entrez quelque part, on dit, ça c'est l'association des enfants d'une dé. Tu dis, est-ce que je peux entrer dedans? Tu dis, non, c'est pour les enfants d'une dé exclusivement. Le problème, le péché que ces gens de l'association d'une dé vont commettre, c'est peut-être la façon dont ils vont transmettre le message. C'est la façon dont ils vont véhiculer leur idée d'enfermement. C'est la façon dont ils vont propager l'idée selon laquelle ils ne veulent pas de participation extérieure. Ça peut donner l'impression, si ce n'est pas fait avec pédagogie, que c'est du tribalisme. S'ils utilisent une sorte de pédagogie, comme je le dis, et qu'ils viennent vers leurs frères en disant, en fait, nous sommes en train de faire ceci, et bon, pour ne pas échauder les esprits, en parallèle, voici ce que nous pouvons faire pour toute la communauté camerounaise. S'ils procèdent comme ça, c'est encore acceptable. Après, on peut aussi les inviter à faire du compromis. Évidemment, on ne peut pas généraliser si à juger au cas par cas, mais parfois il faut faire des compromis. Ça signifie, il faut se poser la question, est-ce que les gens qui veulent venir dans cette réunion et qui sont d'une autre tribu, est-ce qu'ils ont la pertinence et le capital confiance qu'il faut pour adhérer à cette réunion des Bassa, des Bakweri, d'une Dé ou tout ce que vous voulez? Est-ce que c'est des gens qui, une fois qu'on les intègre à la réunion, ne vont pas la faire couler? Une fois qu'on les intègre à l'association ou je sais pas, ne vont pas les faire couler? Une fois qu'on les intègre dans d'autres paradigmes culturels, est-ce qu'ils ne vont pas le faire couler? Est-ce que si j'épouse cette femme qui est bolo, alors que moi je suis de Kousseri, est-ce qu'elle va, en même temps qu'elle promeut la culture bolo, promouvoir aussi ma culture, ou du moins me laisser promouvoir la mienne, ou est-ce que je serai prêt à promouvoir la sienne? S'il y a ce partage-là, là, il n'y a pas de problème. Là, on aboutit à ce qu'on appelle le compromis. Ça signifie que personne n'est perdant, tout le monde est gagnant, parce qu'aucune culture ne se perd. Il y a la promotion des deux entités. Et à ce moment-là, on peut mettre fin à ce tribalisme intermédiaire, là où c'est possible, comme je dis, c'est au cas par cas. Évidemment, vous allez trouver des régions, je sais pas, des familles, des mariages où votre parent va vous dire, moi je ne veux pas que tu épouses telle personne parce qu'elle est de telle tribu. Je ne veux pas que tu, voilà. Et après, il y a des gens qui vont utiliser ce qu'on appelle le choix de raison. Le choix de raison signifie que
En fait, j'aimerais bien épouser cette fille Bolo, cette fille Bamileke, mais comme je sais que ça va causer plus de problèmes de l'épouser que de ne pas l'épouser, je préfère serrer les dents et accepter que c'est des aléas de la vie, c'est des choses qui arrivent malheureusement, c'est très déchirant, ça fait mal, mais je fais y avec parce que s'il avait fallu l'épouser, je n'aurais pas été heureux pour autant vu que la famille ne veut pas d'elle, elle n'aurait pas été heureuse pour autant vu qu'elle se serait fait insulter, piétiner et tout. Ou alors l'alternative serait on aurait été obligé de fuir la famille et d'aller s'isoler quelque part, avec le danger que si vous vous séparez, bah, la famille c'est la queue entre les jambes que tu retournes dans la famille. En fait, c'est très compliqué et c'est pour ça que une alternative peut consister aussi de la part des parents qui ne veulent pas que tu sois dans la réunion, qui ne veulent pas que tu sois dans le mariage, serait d'entreprendre ce travail pédagogique aussi bien envers les citoyens de l'échelle inférieure qu'envers les parents, les chefs d'association, les chefs culturels, les chefs d'organisation, pour qu'il y ait une plus grande acceptation et pour que cette approche intermédiaire, qui, sans être du tribalisme, est finalement du tribalisme, finisse par prendre fin. Donc voilà. Maintenant, à côté de ça, ce que nous allons évoquer aujourd'hui sur une plus grande longueur, c'est le tribalisme d'État. C'est celui qui a justement contribué à aggraver encore l'abcès qui était déjà présent au Cameroun, parce qu'il y a des tribalismes évidemment qui ne sont pas, enfin, qui n'ont pas été conçus ni par Paul Biya ni par. Il y a le fait que nous étions dans des ethnies, des tribus indépendantes qu'on a transformées en république. Il y a le fait que certaines ethnies avaient justement l'habitude d'être entre elles ou d'être regroupées, ou pour une raison ou pour une autre, ne se mélangeaient pas avec les autres, et ont donc gardé cette mentalité-là, qui fait que bien qu'on soit en république, bien qu'il n'y a pas d'animosité envers les autres, ont justement cette culture de la rétention culturelle. Par exemple, lors des guerres de l'indépendance, vous allez vous rendre compte que la partie ouest du Cameroun, l'ouest Cameroun, a opposé une résistance farouche à la colonisation française, ce qui pousse d'ailleurs le commandant Lamberton à dire par rapport au Bamileke, le Cameroun traîne avec lui un énorme caillou dans sa chaussure qui est le peuple Bamileke. Il ne parlait pas en fonction des Camerounais, il ne disait pas que les Bamileke détestent les autres Camerounais ou que c'est-à-dire à aucun moment il ne considérait les Camerounais. Il disait la difficulté que nous avons à contrôler cette colonie Cameroun vient du fait que ceux qui vivent dans les montagnes ont justement surfé sur le fait qu'ils vivent dans les montagnes pour mieux se barricader, mieux se cacher et essayer de nous rendre la vie dure. Ils sont pas les seuls. Le sultan Joya aussi a énormément mis le veto aux Allemands et après aux Franco-Britanniques. En Pays-Bas, il y a eu exactement parallèlement aussi la même résistance. Ça fait qu'il y a des entités au Cameroun qui, par rapport à la colonisation, se sont habitués à résister plus que ceux qui ont été soumis plus facilement, notamment dans la région de notre côté, dans la région du centre-sud ou dans la région justement du septentrion. Ça fait que voilà, nous n'avons pas le même passé, nous n'avons pas le même passif dans les détails. Il y a ceux qui se disent bon, nous on a plus résisté, du coup on n'est pas très inféodé à la culture occidentale. Nous avons énormément gardé de notre culture et la raison pour laquelle nous sommes réticents envers vous, c'est que nous avons peur que vous nous emmeniez les éléments de cette culture étrangère là. Ça c'est déjà un fait, ça fait que c'était déjà là même avant l'institution de la République. Sauf qu'avec la République, avec ce que nous avons aujourd'hui, le biaïsme, et avec la volonté de conserver le pouvoir vaille que vaille, il est né ce qu'on appelle donc le tribalisme d'État. Et c'est lui qui a été organisé par l'administration actuelle, et c'est lui qui s'est focalisé sur certaines ethnies principales, à tour de rôle d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas des Bamileke uniquement. À l'époque des années de Braise 90-92, il y avait une orientation anti-anglophone, c'est-à-dire comme John Fronzi prétend avoir gagné les élections, comme ils veulent le retour au fédéralisme, comme ils veulent faire le bras de fer contre la République, il faut créer une construction sociologique, idéologique contre eux et dire que ceux-là sont très mauvais pour la République. Il faut les traiter de toute façon d'idiots, ils ne maîtrisent pas le français, ces anglophones de toute façon, voilà. Et en plus, ils veulent sinistrer le pays, ils disent qu'ils ont gagné, pourtant c'est Paul Biya qui a gagné et tout. Donc, il a fallu qu'on construise cela. On les a donc diabolisés, on les a traités de terroristes et tout. On a utilisé la répression habituelle, on a assigné Nick John Frondy à résidence et ainsi de suite. Et après,
La même chose va se passer avec justement les amis de Paul Biya qui, à un moment donné, veulent le challenger, les amis de l'extrême nord, les héritiers d'Aïdjo, Amarafa et consorts qui veulent le challenger à la présidence de la République. Ça devient les nordistes, ces moutons-là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ben non, de toute façon, c'est une zone enclavée. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part conduire les bœufs? Est-ce qu'ils peuvent gouverner le Cameroun? On n'est plus au temps d'Aïdjo, c'est fini. Aïdjo, le sous-diplômé, non. Aujourd'hui, c'est les intellectuels du Sud qui doivent avoir le pouvoir. Et ça aboutit donc à une diabolisation de la région du Septentrion, où on dit cela hors de question. Maintenant, dans les années 2018, c'est le MRC qui a le vent en poupe. Et le fondateur du MRC, le président du MRC est un Bamileke. Et Paul Biya n'a plus eu à faire un tel challenge depuis très longtemps, depuis certainement les années 92. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Comment faut-il procéder? Il faut attaquer justement sur sur quoi les Camerounais sont les plus sensibles, la fibre tribale. Il faut dire, c'est un Bamileke qui veut venir amener son cortège de Bamileke, c'est voilà les Bamileke, ces porcs-là qui veulent venir submerger le centre, la capitale de leur tontine. Donc on va construire idéologiquement en mettant des acteurs totalement pourris qui vont venir nourrir cette idéologie. On va prendre Onangini qui pendant des années va vous dire les zélotes tontinards, les ethnofascistes, les talibans que Paul King va plus tard populariser. Voilà les zélotes tontinards, la meute, les ports et tout ce que vous voulez. On va construire dans cela et aboutir à des choses que vous avez vues ces dernières années. Le 31 octobre 2018, lors de la préparation des élections régionales, le MRC avec Sam Sévérin Ango et le docteur Apollinaire Oko se rendent dans le sud pour battre campagne et présenter dans le projet politique qui va permettre aux populations d'être convaincues de leur idéologie et donc de passer aux conseils régionaux. On organise un blocus à l'entrée de la ville d'Ebolova en disant « Rentrez chez vous », en disant « Ici, c'est le socle granitique de Paul Biya », en organisant des jets d'eau, on prend de l'eau, des urines, je sais pas, dans la bouteille, qu'on verse sur Sam Sévérin Ango, sur Apollinaire Oko, en disant « Vous êtes des traîtres ». Sous-entendu, nous avons le pouvoir, nous, le Sud. Pourquoi vous, du Sud, comme nous, ou du Centre-Sud, vous les Fang, vous les Ikanga, les Oona, les Ateba, pourquoi vous voulez que le pouvoir quitte nos mains? C'est-à-dire, on n'est plus dans la construction du programme politique, on est dans la volonté d'accaparement du pouvoir parce que l'ethnie, parce qu'on est de cette région, parce qu'il doit en rester ainsi. Et c'est dans la même mouvance donc qu'on va prendre des chaînes de télé et des gens qui vont aller à la télévision pour appuyer justement cela contre les Bamileke, exactement comme ils ont fait contre les nordistes, exactement comme ils ont fait contre les anglophones. On va donc prendre Essomba Bungono sur Equinox TV, qui va vous dire, de toute façon, les Bamileke, si on les éradique, enfin, c'est pas un problème, Dieu lui-même a décidé d'éradiquer tout un peuple pour s'en constituer un autre. Là, il vous parle du déluge de Noé, il vous parle de Sodome et Gomorrhe, il compare les Bamileke justement à ces déchets de la société qui, selon la Bible, selon les Écritures, pour ceux qui sont religieux, ont commis tellement de délits, tellement de perversions que Dieu a estimé que la meilleure chose qui puisse leur arriver, c'est de les assassiner. Dans la foulée, on va prendre, pour rendre la chose encore plus crédible, un Bamileke dont Jean de Dieu Momo, à qui on va donner un poste à l'administration et à qui on va dire le prix à payer parce que tu n'es qu'un bouffon, tu es bien, je sais pas, enfin je crois que même toi tu devrais rire du fait que tu aies été nommé. Maintenant, le fait que nous t'ayons nommé à un poste pareil, qui était occupé par un illustre expert en droit international qui a d'ailleurs résolu la problématique de la péninsule de Bakassi auprès de la Cour internationale de justice, la raison pour laquelle on te donne un poste comme ça, aussi prestigieux, même s'il n'est pas le ministre titulaire, garde des Sceaux, tu as quand même payé le prix parce que c'est quand même ta vie que nous avons changé. Donc, ce que tu vas faire, c'est d'aller dire que les Bamileke doivent faire très attention et ne pas se comporter comme les Juifs. Donc, sur le plateau de Actualité Hebdo, Jean de Dieu Momo s'en va dire à Ibrahim Chérif exactement ce que Bungono dira à Equinox TV. Avec d'autres expressions. C'est-à-dire, Adolf Hitler, on n'est plus dans Sodome et Gomorrhe, on est dans les nazis, on est dans, voilà, les juifs qui dérangeaient. Déjà, il dit donc, Adolf Hitler avait raison de massacrer les juifs, et c'est pour ça que, on doit aussi massacrer les Camerounais, parce qu'ils sont Bamileke, et parce que les Bamileke dérangent.
Je suis absolument d'accord avec ce que dit Jean de Dieu Momo sur la nature de Biya comparé à Hitler. C'est très bien, c'est-à-dire il n'a pas tout faux dans ce qu'il dit. Nous avons Adolf Hitler, Paul Biya, sauf que les Bamileke ne sont pas les Juifs qui dérangent et veulent sinistrer le pays. Il n'y a pas de problème Bamileke, pas plus qu'il y ait un problème nordiste ou je sais pas Boulou. Il y a juste une institutionnalisation d'un tribalisme déjà présent, certes, culturellement, mais qu'on pouvait régler, sauf qu'à la place de régler, l'État, dans la volonté de capturer le pouvoir, a orienté le tribalisme vers le village de la personne qui est à la tête du principal parti d'opposition. Et c'est d'autant plus bizarre que même dans ce parti d'opposition, enfin même dans ce régime, vous trouvez des gens qui viennent d'absolument toutes les régions. Atanganji n'est pas Bamileke, Famundongo n'est pas Bamileke et ainsi de suite, mais vous avez, vous avez des, enfin, je veux dire, dans ce régime, vous trouvez des gens qui sont Bamileke aussi, mais qu'on va utiliser. Je parlais notamment des gens comme, je voulais parler notamment des gens comme Jean Kuete ou Ngannou Messi, des gens qui sont Bamileke, mais qui vont quand même nourrir ce régime et supporter, accepter justement qu'une cabale ethnique à des fins politiques soit orientée vers une tribu particulière. Pour cette période-ci, je précise, pour cette période-ci, parce que cela a été fait pour tout le monde. Si aujourd'hui ce sont les pygmées qui se lèvent, vous allez découvrir un tribalisme anti-pygmée organisé par le pouvoir de Yaoundé. Parce qu'en réalité, il n'y a que deux tribus, ceux qui sont en haut et ceux qui sont en dessous. Le plus intriguant dans cette manipulation du tribalisme, c'est que face aux étrangers, ils sont dociles. Le 7 décembre 2017, à Douala, une statue, Sylvie Blochet, une vieille femme de 60 ans qui se dit artiste et que personne ne connaît dans son propre pays, la France, veut demander pardon au peuple camerounais pour les crimes commis par la France. Pourtant, c'est François Hollande que nous voulons voir, c'est Emmanuel Macron que nous voulons voir, mais une artiste, bon, c'est pas mal en soi ce qu'elle essaye de faire, sauf que politiquement, elle ne représente rien. Mais que vont faire les chefs traditionnels? Ils vont bénir justement la sculpture, une sorte de carton ridicule qui représente Sylvie Blochet en photo. Elle aurait pu faire une énorme fresque qui dessine le massacre des Africains, Félix Moumié, Afana et consorts par la France, mais non, c'est sa photo qu'elle prend, c'est sa figure qui doit symboliser maintenant le pardon. Et les chefs traditionnels vont bénir parce que nous sommes inféodés à l'étranger et parce qu'on nous a éduqués à accepter l'étranger plus que nos propres frères. Parce que les mêmes chefs, toujours à Douala, en 2020, le 4 décembre, vous avez vu la grosse polémique qui s'est passée autour de Tamko Camille, qui était justement un chef supérieur depuis 2013, mais il paraît que, je sais pas, les Sawa ne s'en étaient pas aperçus. Comme il y a eu une petite erreur sur la date et qu'on a dû corriger, je crois, la date de naissance de Monsieur Camille, qui lui est originaire du Septentrion, les fameux chefs traditionnels de la partie Sawa se sont réunis et ont constaté, ah tiens, il y a un chef du Septentrion chez nous. Ils ont organisé des manifestations pour dire on ne le veut pas ici, qu'il rentre chez lui. Donc, comme je disais, le tribalisme d'État n'est pas orienté envers les Bamileke. Le tribalisme d'État est orienté envers tous ceux qui actuellement menacent la mangeoire. Ceux qui veulent manger vont utiliser tous les prétextes pour que vous ne mangiez pas. On va vous dire que votre fils n'était même pas camerounais, votre père n'était même pas camerounais, on va vous dire que de toute façon, je sais pas, vous êtes handicapé, vous n'avez qu'un seul bras, un handicapé ne sera jamais président, vous avez une énorme bosse sur le front, on va dire les bossus ne vont jamais être présidents, et ainsi de suite. Donc, en même temps qu'on dit Kamto ne sera jamais président, en même temps on dit ah tiens, un chef du Nord dans notre zone, non, nous n'en voulons pas. Or, dans le même temps, on a béni la statue de Sylvie Blochet. Et le Cameroun s'avance donc inexorablement vers ce tribalisme d'État-là qui pourrit la République. En 2011, si vous vous rappelez aussi, Monsieur Amadou Ali, vice-premier ministre, le 9 décembre, consacre une interview au journal Jeune Afrique où il dit « Les nordistes ne sont pas assez naïfs pour organiser une coalition qui porterait un Bamileke au pouvoir. Comprenez, un Bamileke président, jamais de la vie. » Voilà, c'est-à-dire, et mon frère du village, Charles Atiba, était justement revenu dessus en 2014 en posant la question, mais au nom de quoi
on peut décider qu'une ethnie ne sera pas au pouvoir au nom de quoi, pourquoi le décide-t-on? Donc, vous voyez, dans le tribalisme des temps, les Bamileke insultent les Bamileke insultent les Bolos insultent les Nordistes insultent les Nordistes insultent les Bamileke. En fait, il y a ce jeu pervers, mais le point commun que ceux qui insultent ont entre eux, c'est qu'ils sont à la mangeoire. Donc il y a la tribu de la mangeoire qui organise tout cela. Et vous avez donc la construction qui continue et qui endort les esprits faibles. L'honorable Marlys Douala-Bel, ex-député sur le plateau d'Equinox TV aussi, disait l'année dernière, il y a une raison, en fait, quand vous regardez le MRC, ce parti ethnique-là, il y a une raison qui fait que moi, je ne peux jamais y adhérer à... C'est ce genre de choses qui fait que je ne peux jamais adhérer à ce parti, parce que la plupart des cadres sont de la même ethnie. Et là, je me pose la question, est-ce que les secrétaires nationaux que Maurice Kamto a nommés sont tous Bamileke? Je sais pas, les principales figures du MRC que vous avez vues, faites le ratio, combien de Bamileke trouvez-vous dans les plus hautes sphères du MRC? Je ne sais pas si Olivier Bibo-Nisag, le porte-parole de Maurice Kamto, je sais pas, Maurice Kamto aurait pu prendre un cousin du village, c'est pas les Baham qui manquent, c'est pas, enfin, c'est un poste très envié, tu es visible, tu es le porte-parole de Maurice Kamto, voilà. Pourquoi il va prendre Bibo-Nisag et non Bibo-Kamdem? Pourquoi aujourd'hui le droit de réponse c'était Pierre-Emmanuel Bignam? Pourquoi c'était pas Pierre-Emmanuel Kwam? Je suis l'un des 7 conseillers de Maurice Kamto, Wilfried Ekanga, et je ne suis pas le seul non Bamileke. Pourquoi il allait chercher Wilfried Ekanga et non Wilfried Kamcheng ou Wilfried Nobisi? Pourquoi est-ce que le secrétaire national à la communication, Joseph Ateba, ce n'est pas Joseph Wacheng ou Waswo? Et pourquoi est-ce que le vice-trésorier Okala Ibode s'appelle Okala Ibode et non, voilà, je sais pas, Okala Kwam aussi, ou Okala Kamdem, ou Okala Wacheng, ou Okala Njomesi? Pourquoi? Vous allez dans le MRC, le vice-président s'appelle Mamadou Mota. Le deuxième vice-président s'appelle Emmanuel Sim. Le troisième vice-président, c'est Michel Doki. En fait, vous ne voyez pas les Bamileke. Après Maurice Kamto, vous cherchez les Bamileke, il n'y en a pas. Mais le tribalisme des temps, pour que vous n'adhériez pas au MRC, vous enlève la partie du programme politique d'un parti qui est le socle principal par lequel le parti séduit et vous éduque à justement vous appuyer sur le volet tribal en vous disant ce parti est un parti tribaliste. Et comme le Cameroun est forgé d'esprits faibles qui vu que le RDPC n'a pas de programme politique et qu'il procède donc par l'intimidation, je veux dire, quand tu es au village, si tu oses dire je suis MRC, bah, tu es le recalé de la famille, tu es totalement, mentalement, déjà tu es molesté, en fait, tu es totalement comprimé, tu ne peux pas t'exprimer. Du coup, à force d'accepter ce dont, avec quoi tu n'es pas d'accord, tu finis par être d'accord sans le vouloir. Ça signifie que tu sais bien que le programme du MRC est solide et que tu devrais choisir le MRC. Mais comme toute ta famille et tout ton village et que tout ton business dépend du soutien à Paul Biya ou au maire qui soutient le sous-préfet, qui soutient le préfet, qui soutient le gouverneur, qui soutient Biya, tu es obligé de te taire et à force de te taire, donc de ne pas parler et de n'écouter autour de toi que les arguments anti-MRC, anti-Bamileke, tu entres dans ce qu'on appelle le procès kafkaïen, tu deviens criminel d'un crime dont toi-même tu ignores la nature et tu te mets à croire que oui, c'est un parti de Bamileke alors que l'évidence te montre que non, ce n'est pas un parti Bamileke. C'est donc la raison pour laquelle au Conseil constitutionnel, Maurice Kamto pose la question devant Clément Atangana que mais mon frère tout court, mon frère camerounais, moi je suis Bamileke, je n'ai pas choisi de naître Bamileke. Il dit je suis un Camerounais avant toute chose. Qui d'entre nous a choisi de naître où il naît? Mais si maintenant pour être président je dois être Bolo, dites-moi quel est le concours pour être Bolo. Il est en train de dire je pensais que pour être président il faut avoir un programme politique. Je pensais que pour être président il faut avoir un projet de société. Je pensais que pour être président il faut avoir un papier sur la gouvernance, sur le volet politique, le volet économique et social, le volet monétaire, le volet sanitaire et le MRC a tout ce programme-là de 88 pages. Kamto pensait que c'est ce qu'il fallait pour accéder au pouvoir. Sauf que Amadou Ali nous dit en 2011, un Bamileke ne sera jamais président. Bengono nous dit, Dieu a choisi d'éradiquer un peuple, dont on peut éradiquer le peuple Bamileke. Jean de Dieu Momo dit, il leur a choisi d'éradiquer un peuple, il faut éradiquer le peuple Bamileke. Oona Guinée dit, les élots de Tontinard, la meute, voilà, les porcs.
Donc Kamto dit, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour être président, être Bamileke est une faute de départ. Quand tu es Bamileke, tu auras ta ligne d'arrivée. Si la seule chose qui me manque, c'est être Bolo, s'il vous plaît, demandez-moi, enfin montrez-moi les papiers, le dossier, je dépose les dossiers et je fais le concours pour être Bolo et je deviens Bolo et on n'en parle plus, vu que je remplis tous les autres critères. Si Kamto était tribaliste, il aurait pu dire ben moi je suis Bamileke et je n'ai aucune envie de me mélanger au bolo. Quel est ce Bamileke qui dit j'ai envie d'être bolo? Quel est ce tribaliste qui dit j'ai envie d'être bolo? Le Cameroun est le seul pays au monde où on peut dire à un blanc qui veut devenir noir que ce blanc est raciste. Le blanc dit bien ben j'aimerais être noir comme vous, j'aimerais vous ressembler, vu que pour être un humain à part entière il faut être comme vous. Mon plus grand souhait est d'être comme vous. Et on lui dit ah tiens espèce de raciste. Ben non, c'est l'antithèse même du racisme. Le racisme signifie je ne veux pas être comme vous. Le racisme, c'est ce que Voltaire écrivait en 1732 dans le traité de métaphysique. Il dit les blancs sont supérieurs aux noirs comme les noirs le sont aux singes et les singes le sont aux huîtres. Ça signifie que nous les blancs là, on n'est pas de la même catégorie. On ne peut pas se mélanger. Louis XIV dit dans presque la même période dans le traité, enfin le Code noir, écrit par son ministre des Finances Jean-Baptiste Colbert, le noir a la même valeur qu'un animal ou qu'un bien meuble, une table, une chaise, si vous voulez. Il dit, si un noir, l'essence du noir, c'est d'être esclave. S'il tente de s'échapper une fois, coupez-lui l'oreille. Une deuxième fois, coupez-lui le jarret dans la jambe. Une troisième fois, tuez-le. Donc, on peut jouer avec la vie humaine comme ça parce que ces gens-là ne sont pas des humains. C'est ça un tribaliste, c'est ça un raciste. Mais là, au Cameroun, vous avez quelqu'un que vous insultez tous les jours. Kamto ne vous a jamais insulté. On dit que les émercistes insultent et tout. Prenez l'exemple de Maurice Kamto, vu que c'est de lui qu'il s'agit. Lui, il n'a insulté personne. Paul Biya, lui, il insulte les gens. Apprenti sorcier, anti-modèle, terroriste, maquisard, tout ce que vous voulez. Chaque sortie de Paul Biya est couronnée d'une insulte. Il est comme ça parce que c'est lui l'animal véritable. Kamto n'a insulté personne, mais on l'insulte pendant des décennies. En 2011, c'est Kamto qui organise la rétrocession, qui quitte le gouvernement après y avoir organisé la rétrocession de la presqu'île de Bakassi. Et c'est comme si Amadou Ali voit ça venir, puisque c'est dans la même période, le 9 décembre, vu que c'est en décembre que Maurice Kamto quitte le gouvernement. Parce que, bon, la mission qu'il avait est déjà accomplie et parce que de deux, les projets que lui, il entend, il n'est que ministre délégué. Bakassi était l'enjeu principal. Maintenant, on ne lui accorde plus de larges prérogatives. Il ne peut rien faire, même si les biéistes mettent toutes les malversations politiques du Cameroun sur le dos de Kamto. C'est lui qui crée la Constitution, c'est lui qui a organisé les émeutes de février, c'est même lui qui finance les Ambazoniens, c'est aussi lui qui est responsable, comme Roland Dieu vous disait, de vos faiblesses sexuelles dans la chambre. Donc, si tu as la chaude pisse, sache que c'est Maurice Kamto. Le Covid-19 que tu as actuellement, là, toi et toute ta famille, c'est Kamto qui te l'a envoyé, n'en doute pas une seule seconde de ton manque d'argent, c'est Maurice Kamto. Le serpent que tu as trouvé dans le bidet de tes toilettes, c'est Maurice Kamto, ne va pas chercher plus loin. Alors, Maurice Kamto quitte le gouvernement et Amadou Ali voilà, dans le carcan de la mangeoire, sans venir le danger, parce que bah, forcément, dans le sérail, dans les structures internes, il a vu qu'on avait en face un dissident et quelqu'un qui démissionne alors que le Cameroun n'a pas trop la culture de la démission, c'est qu'il a certainement quelque chose en tête. Alors, Amadou Ali prévient, il dit, les Bamileke et nous, jamais de la vie. Et pendant tout le processus d'organisation et de construction du MRC, vous avez des gens qui vont justement organiser cette cabale, jadis orientée vers les anglophones, jadis orientée vers les nordistes, même déjà sous Paul Biya. Après le 6 avril 84, il a organisé une purge d'assassinats massifs contre tous tous les proches d'Ahidjo, tous les proches politiques d'Ahidjo. Ahidjo leur demandait de démissionner pour ne pas se lier à ce despote de Paul Biya et Ahidjo regrettait amèrement sa démission. À partir de 83-84, Paul Biya organise une purge générale. En 84, il enlève d'abord la République unie du Cameroun que Ahidjo a créée, ça devient République du Cameroun. En 85, il abolit l'UNC qu'Amadou Ahidjo a créé en 66 et crée à Bamenda le 24 mars 85 le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont il se débarrasse peu à peu des arcanes construites par Ahidjo, et après le coup d'État 84, il organise des assassinats, un véritable génocide contre les ressortissants politiques proches d'Ahidjo, dont énormément viennent justement de la région septentrionale. Le même scénario se répète dans
dans les années 2011, où quand Kamto s'en va et entame sa dissidence, ben, on organise tout un cortège idéologique et pratique de musellement du MRC. Le MRC ne doit pas prospérer, il faut trouver donc tous les moyens pour qu'il ne prospère pas, et ils vont donc utiliser tous ces moyens-là auxquels nous avons affaire, ces moyens pervers. Aussi bien dans la propagande idéologique que dans la propagande, enfin, que dans le musellement pratique. Les premières manifestations du MRC 2013-2014 étaient déjà réprimées par les forces de l'ordre sur ordre de Paul Biya. Les mêmes forces de l'ordre qui n'ont pas levé le petit doigt pour arrêter leurs compatriotes qui étaient en train de verser de l'eau à leurs supposés frères. Les gens qui vous disent le Cameroun est un et indivisible sont les mêmes qui vous disent que non, vous là, restez chez vous. Comment c'est possible? Dans ce cas, séparons-nous tous, organisons donc la sécession, laissons déjà les anglophones s'en aller, laissons maintenant les Bamileke s'en aller, laissons les nordistes s'en aller. Vous ne pouvez pas dire le Cameroun est un et indivisible et dire en même temps le MRC ne peut pas faire un meeting à Ebolova vu que le sud c'est le socle granitique de Paul Biya et c'est entretenu par un tribaliste de la première heure à la perversion inouïe. Jacques Famendongo, supposé ministre des enseignements secondaires, qui est le ministre de l'enseignement supérieur, qui est le ministre de l'abrutissement principal dans la République du Cameroun, qui vous parle des gels hydroélectriques, qui vous séquestre les ordinateurs censés faciliter votre travail académique et qui vous dit après que le tribalisme en République, c'est tout à fait concevable parce que c'est le socle granitique. Il est ministre de l'enseignement supérieur. Je sais pas, c'est-à-dire son liquide, je sais pas, cérébrospinal, c'est en fait le gel hydroélectrique parce que dans ma conception de la République, le socle granitique est un terme qui devrait être aboli. On devrait même punir ceux qui utilisent cela dans ce registre-là. La même bêtise qu'Atangana Manda apporte en parlant de proximité sociologique. Et c'est donc comme ça que dans nos familles, on appuie, nous, les traîtres qui viennent du centre. On nous demande pourquoi nous avons choisi de nous allier au Bamileke. Si, comme tu avais été du septentrion, on nous aurait demandé pourquoi vous alliez au septentrion. Et ainsi de suite, parce que le tribalisme d'État veut conserver le pouvoir. Si aujourd'hui je suis du centre et que Paul Biya est du centre-sud, et que je m'allie à lui, bon, j'ai le pouvoir. Maintenant, si Paul Biya quitte le pouvoir et que c'est le septentrion ou les Bamileke qui prennent le pouvoir, peut-être les Bamileke me diront aussi, bon, maintenant tu n'as plus le pouvoir, donc voilà, le pouvoir c'est nous à l'ouest ou le pouvoir c'est nous au nord. En fait, je me ligue contre toute forme de tribalisme, quelles que soient ses origines et quelle que soit sa destination. Donc les gens ne rêvent pas. S'il y a dans le MRC un seul tribaliste qui vient et qui me dit ouvertement, Wilfried, je suis tribaliste, ben lui et moi, vous pouvez être sûr, nous n'échangerons plus jamais le moindre mot, même si c'est Maurice Kamto, en commençant d'ailleurs par lui, puisque la raison pour laquelle j'adhère au MRC, c'est parce que je suis convaincu que Maurice Kamto est celui, sans être parfait, qui incarne le plus l'idéal de justice et le projet socio-politico-économique dont le Cameroun a besoin. Si Maurice Kamto se met à trahir ses idéaux, je serai le premier à me retourner contre lui. Le ministre de l'enseignement supérieur est donc incapable d'inculquer les valeurs républicaines à son peuple, à ses concitoyens. Il leur dit que non, il y a des socles granitiques. Imaginez, vous allez à Bafoussam et on dit n'entrez pas ici parce que c'est le socle granitique de Maurice Kamto. Là, ils diront que vous êtes tribaliste. Mais quand ils vous vandalisent les boutiques à Sangmelima, prennent vos parts légers et s'en vont, ou alors quand ils vandalisent vos commerces et disent que bon, vous ne devez pas faire le benskin ici, rentrer à l'ouest, pour eux ça va. C'est-à-dire les autorités administratives de la ville viennent organiser cela en disant oui, en fait, c'est l'activité des gens de la région, donc ne venez pas leur voler encore leur socle de commerce. Il n'y a plus la liberté d'exercer au Cameroun, il n'y a plus la libre concurrence. Comme je ne suis pas de l'ouest, je n'ai pas le droit de devenir mototaximan, encore que ce n'est pas un métier d'avenir. Mais comme ils ont vu l'avenir du pays dans le mototaxi, vu qu'ils n'ont pas de programme politique, évidemment, il faut réserver ce formidable métier de mototaxi à une frange de la population précise. Et donc, les Bamileke, ou du moins ceux qui ne sont pas de Sangmelima ou des Bolova, ne doivent pas exercer le métier de mototaximan. Et ce sont ces gens-là qui vous disent « le Cameroun est un et indivisible ». Ce sont des gens qui, voilà, parce qu'il faut conserver la mangeoire, vont essayer d'user de tous les mécanismes possibles. Maintenant, vous allez nous dire que oui, mais regardez les prisons à Kondengui, Paul Biya a aussi enfermé
Enfin, il y a beaucoup de bêtis, de fins, des gens du Sud dans les prisons. Ça prouve que Paul Biya n'est pas tribaliste. Je réponds à cette question en reprécisant ce que je disais tout à l'heure, à savoir, le tribalisme d'État n'a rien à voir avec vos tribalismes ethniques. Le tribalisme d'État se sert de l'ethnie pour ses besoins. Atanganji est anglophone, mais il est prêt à aller tuer les anglophones. Parce que dans le tribalisme d'État, on ne veut pas que les anglophones aient voix au chapitre. Famandongo, si Msanga Nyamding dit que le régime est pourri, il est prêt à tuer Msanga Nyamding parce que le tribalisme d'État ne veut pas qu'il y ait des dissidences dans ses propres rangs, et ainsi de suite. La raison pour laquelle il y a tant de prisonniers du centre-sud à Kondengui, c'est parce que Paul Biya a principalement nommé ses frères. Je sais pas, Jean-Baptiste Nguyefa à la Société Camerounaise des dépôts pétroliers, Urbain Olanguena Awono, ancien ministre de la Santé publique. Bref, tous ces voleurs-là, Edgar Alain, Mebengo, Gervais Mendozé et consorts, bah, ce sont des gens qui ont été nommés à ces postes et qui ont volé. C'est-à-dire, il a nommé ses frères ont volé. Il n'allait pas emprisonner un tout pourri alors que c'est son frère du village qui a volé. Donc on enferme le frère du village. Et après, il y a les frères du village qu'on a enfermés parce qu'ils devenaient un peu trop encombrants. Michel Thierry Yatangana, que Paul Biya soupçonnait de vouloir le renverser, qu'il a maintenu en prison et qu'il n'a libéré qu'il y a quelques années sous pression de François Hollande. Titus Edjoa pareil, parce que voilà, c'est ça le tribalisme d'État. Il est prêt à se liguer contre tout le monde. Un tribaliste d'État peut se liguer contre sa propre mère si sa mère va contre ses idéaux. C'est comme ça qu'il fonctionne. L'argument selon lequel Paul Biya aurait enfermé ses frères et qu'il ne serait pas tribaliste, ben, il est totalement faux. C'est que c'est principalement ses frères. Regardez, aujourd'hui, quand vous entrez dans l'administration, bon, moi je suis Eton, vous savez que je comprends le Bolo, je comprends les Wondo, je comprends le Mangissa, je comprends ces langues-là sans difficulté. Ça fait que si j'entre dans les centres administratifs, je vais comprendre ce qu'il se dit. Mais si toi tu es, je sais pas, tu es Baham, tu es Kirdi, tu es de Mokolo, tu es Bakweri, tu es Fulbe, tu vas arriver là-bas, tu ne vas pas comprendre ce qui est en train de se... Et là, tu vas te sentir mais vraiment exclu parce qu'on a établi une famille administrative, y compris dans les ambassades, ici dans la diaspora. Vous entrez quelque part, les gens se mettent à faire des messes basses en vous regardant, ils vous mettent totalement mal à l'aise. Or, le but d'une structure administrative, qu'elle soit en territoire camerounais ou décalé, c'est de mettre les Camerounais à l'aise, où qu'ils soient, c'est de leur donner le sentiment d'être à la maison, quel que soit le lieu dans lequel ils se trouvent. Or, vous allez commencer à voir dans ces gens qui vont faire les messes basses et parler comme si vous étiez un étranger à leurs yeux. Et là, vous allez vous poser la question, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Suis-je encore au Cameroun ou pas? Ils ont donc créé cette petite famille-là où la plupart sont des frères qu'on a nommés à l'administration. Donc, si Charles Ndongo se retrouve en prison demain, bah, c'est parce que c'était le frère du village nommé à la CRTV. Si Famandongo est en prison, c'est le frère du village nommé là-bas. Si Ferdinand Gongo se retrouve en prison, c'est parce que c'est le frère du village nommé là-bas. Enfin, c'est tout le clan Betty Bolofan Nanga, que si vous voulez, à quelques exceptions près, on va pour faire brouillon, prendre quelqu'un d'ici, de là. On va prendre Joseph Dion-Goté comme premier ministre, soi-disant de la zone anglophone, et qui est le premier ministre le plus inutile de l'histoire, vu qu'on ne l'écoute pas. C'est un homme l'un des rares dans ce gouvernement qui semble avoir une once d'intégrité. Et quand vous avez une intégrité dans un régime de serpent, vous n'avez pas droit d'expression. C'est pour ça qu'il n'est le premier que de nom. Voilà. Et ce régime-là concourt lui-même, dans ce tribalisme d'État, à la stigmatisation des zones de son propre pays. Vous avez Msanga Nyamdi qu'on affecte dans le septentrion. Parce que on a véhiculé l'idée que bah, c'est l'arrière-pays, le septentrion, c'est le Tchad. Qui va aller à Koussiri, qui va aller à Maroua? Ce sont pourtant de superbes villes. Mais on a véhiculé que la vérité c'est Yaoundé, la vérité c'est Douala. Au Cameroun, enfin, quand tu es dans la diaspora, on te demande, tu es de Yaoundé ou de Douala? Parce qu'en fait, on ne peut pas venir d'ailleurs. Même si tu as commencé à Bafoussam, tu as quand même transité par Yaoundé et Douala avant d'arriver dans la diaspora. Donc, tu es de Yaoundé ou de Douala, tu es de Yaoundé ou de Douala, tu es de Yaoundé ou de Douala. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand tu es affecté à Ngaoundéré, à Mokolo,
je sais pas, dans le maillot de Sanai, dans le maillot Rei, voilà, on t'a envoyé en enfer. Parce que c'est d'ailleurs dans ces régions-là que Kecha Cortés et Atanganji ont failli perdre la vie lors de l'effondrement d'un pont, les ponts du renouveau que Paul Biya a construit avec beaucoup de talent et de vision de développement. Donc quand on t'envoie là-bas, c'est une région pourrie. Et c'est pour ça que c'est perçu comme une punition. Quand vous nous entendez, quand vous nous voyez dire à Msanga Nyamdink, bah vas-y, va profiter de la vie, il fait bon vivre au Cameroun. C'est vous qui dites qu'il fait bon vivre au Cameroun, mais c'est vous qui refusez encore certaines régions de votre pays sous prétexte qu'elles sont enclavées. Il aurait donc fallu les désenclaver dès le début, et comme ça vous n'auriez pas à mentir en disant il fait bon vivre au Cameroun, alors que ce n'est pas le cas. Le régime organise dans lui-même la dislocation sociopolitique du Cameroun dans cette mosaïque de tribalisme des temps parce qu'il veut conserver la mangeoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur, parce qu'il veut conserver la mangeoire et tous ces mécanismes de fraude, n'enseigne pas aux Africains ce qu'est la vraie culture. Quand on parle même de tribalisme, quand on parle de tribus, quand on parle de pays, de langue, de machin, en fait, il faut lire le livre de Théophile Obenga, le superbe euh, théoricien, historien et africain du Congo voisin. Il a écrit en 93 un livre intitulé Origine commune de l'égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines modernes. Ça signifie que les langues que vous avez aujourd'hui, pas seulement les langues qui se ressemblent factuellement, même les langues qui donnent l'impression d'être éloignées, en fait, elles ont une origine commune. Vous allez trouver des expressions qui se ressemblent. Vous allez trouver, je sais pas, comme les Eton ou les Ewondo, pour parler du Seigneur, vont le dénommer comme Nti, l'entité suprême. Les Bamileke vont l'appeler Si, qui veut dire l'entité suprême. Et le même Si en Eton ou en Ewondo veut dire la terre, c'est-à-dire la mer nourricière, là d'où provient toute vie. Même la Bible dit que c'est à partir de la glaise du sol que l'être suprême a fondé a forgé le premier homme. Donc, quand on étudie en profondeur ces langues, on commence à y constater des similitudes. Kwame Nkrumah a écrit, le président du Ghana, il a écrit en 61 un livre qu'il a intitulé L'Afrique doit s'unir, Africa must unite. Il était donc en train de dire créons une fédération mentale, une fédération idéologique, une communauté africaine idéologique. Même si on a des frontières administratives, créons déjà une identité commune africaine contre l'impérialisme étranger. La même chose, on ne peut pas parler de panafricanisme si on n'arrive déjà pas à créer une identité nationale. La même chose, on sera capable de la créer si on sera capable de créer le panafricanisme si on peut déjà créer la même chose à l'échelle du pays. Ça signifie que même si je sais que je suis Douala, je sais que je suis Topori, je sais que je suis Bamileke, je sais quand même en même temps que je suis Camerounais. Donc je me définis comme Bamileke, comme Topori, et je suis fier de la culture Topori, de la culture Bamileke et tout, mais je sais être Camerounais quand il le faut. Ça veut dire que je suis en harmonie avec tout le monde. On n'est pas obligé de s'aimer en tant que personne. On n'est pas obligé de ne pas avoir de problème. Il y en a toujours, même dans un couple, il y a des problèmes, il y a même des préjugés. Un mari peut dire à sa femme, vous les femmes, vous êtes toujours comme ça. Quelqu'un peut bien dire, vous les Bamileke, vous êtes toujours comme ça. Mais ça ne doit pas aller aussi loin que ça exacerbe les tensions et que ça conduit à une crispation ethnique ou à un repli sur soi et à une détestation de l'autre. Or, c'est ce dans quoi on nous entraîne, vu qu'on ne nous enseigne pas l'histoire véritable avec un ministre de l'enseignement supérieur qui sait juste vous parler des gels hydroélectriques et de Maurice Kamto qui a oublié un trait d'union dans telle phrase, dont il est incapable de faire des sorties quand un tribaliste notoire vient traiter ses propres compatriotes de porcs, de sauvages, de moutons, de singes, de tout ce que vous voulez. Voilà, quand on a décalé le paradigme éducationnel d'un pays, on aboutit donc à la norme inversée dont j'ai l'habitude de parler. Ce qui devait être normal et anormal, vous les voyez présents là où ils sont absents. C'est-à-dire, voilà, dans des piètres histoires, et là où ils doivent éduquer et conscientiser selon la responsabilité de leur fonction les masses dont ils ont la charge, ils ne le font pas. Maintenant, avec Francis Ngannou, on a un Bamileke donc qui a brillé, qui fait rayonner le Cameroun, et c'est ça qui fait un peu mal. Vous allez constater de la retenue chez beaucoup de personnes qui ne sont pas Bamileke, chez beaucoup de mes frères du village, parce qu'ils ont un pincement au cœur d'avouer que ben voilà, ce Bamileke est en fait un Camerounais, et un Bamileke peut faire rayonner le pays s'il a un talent. Il y en a qui n'auraient peut-être pas apprécié si ça avait été quelqu'un du Nord, parce qu'ils n'aiment pas les nordistes, et il y aurait eu aussi la même retenue en disant, ah non,
Imaginez que Mamadou Mota gagne le prix international de l'agronomie ou alors le prix Nobel en économie parce que c'est un excellent ingénieur agronome. Ben, il y a des gens qui vont refuser de le féliciter parce que pour eux, dans leur tête, à cause du fait que Mamadou Mota ne pense pas comme eux, voilà, il ne faut pas reconnaître que quelqu'un peut venir du septentrion et être un brillant citoyen. Donc, Francis Ngannou, sa victoire ne plaît pas à tout le monde. Elle gêne beaucoup de gens. Or, il n'est même pas politicien et encore moins opposant. Encore, il semblait plus proche du régime quand il était au Cameroun que de l'opposition. Mais il est Bamileke. Et si aujourd'hui tu te vantes que Ngannou a gagné, on va regarder ton nom, on va dire ah tu es Bamileke donc tu célèbres le frère du village. Or en fait tu célèbres un Camerounais et ceux qui réfléchissent en fonction du village vont éviter de le faire parce que dans leur tête c'est un autre village qui a gagné. C'est un autre village qui a gagné et donc c'est une compétition entre le village d'Ngannou Batié et mon village, je sais pas, Monatele, Moyomasala, Bachenga ou ce que vous voulez. Mais non, et en retour, je m'oppose à tous les Bamileke qui vont dire c'est l'Ouest qui gagne. Non, c'est pas l'Ouest qui gagne, c'est le Cameroun qui gagne. Il ne faut pas utiliser non plus la victoire de quelqu'un pour essayer d'agrandir un village au-dessus des autres. C'est ça qui constitue les problèmes du Cameroun que nous avons aujourd'hui. Ne faites pas comme le régime Biya. C'est un régime qui vous rappelle vos origines quand vous ne l'aimez pas. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas conforme à ces pitreries, on va vous dire que vous êtes Bamileke, vous êtes tout ce que vous voulez. Bientôt, bon, certainement Paul Biya, s'il avait un discours à faire aujourd'hui, il aurait parlé de Francis Ngannou. Or, Francis Ngannou a pris la mer. S'il avait pris la mer, enfin, comme il a pris la mer et que c'est à cause justement du manque d'avenir, causé par le manque de projets de société de Paul Biya, s'il s'était radicalisé dans les diasporas, il avait dit je suis arrivé ici parce que Paul Biya m'a contraint de fuir mon pays, on l'aurait traité d'anti-patriote. Or, il a raison. Le fait qu'Ngannou ait réussi à l'UFC montre que le Cameroun est un piètre régime, puisque c'est en quittant le Cameroun qu'il a réussi, qu'il est devenu le meilleur boxeur du monde. Mais j'ai l'impression que vous ne réalisez même pas. Le Cameroun détient la couronne du poids lourd, enfin, la couronne sur les poids lourds du champion du monde de l'UFC. C'est une première dans l'histoire, c'est une fierté qu'on ne nous enlèvera plus jamais. C'est-à-dire le monde entier ne parle que d'Ngannou. Regardez dans tous les journaux français, ils se disent mais c'est pas possible. C'est ce sans domicile fixe que nous avons vu ici errer dans les rues de Paris sans papier qui aujourd'hui soulève la ceinture dorée. Comment c'est possible? Or, justement, cela montre que c'est parce qu'il a quitté le pays, il allait dans d'autres pays où la structure, l'encadrement des talents est meilleur qu'il a pu émerger. Si en quittant le pays que Thomas Biolay a été reçu par la General Atomics, si en quittant le pays que Amadou Amal Jailil a eu le prix Goncourt, c'est en quittant le pays que les Camerounais se mettent à briller. Mais quand ces Camerounais qui brillent vont dire la vérité, à savoir, c'est à cause de ce régime que nous ne brillons pas chez nous, on va les taxer de Bamileke, de nordistes, de tout ce que vous voulez. On va se rappeler de leurs origines. Maintenant, là, on se tait par aigreur, parce qu'on a honte de reconnaître que oui, les Bamileke ou les Tupuri sont aussi de brillants sujets, ou alors on fait voilà, de l'hypocrisie en disant ah bravo, vraiment tu fais la fierté du Cameroun, tu es un patriote. Or à l'intérieur on n'aurait pas pensé la même chose de la même personne si cette même personne avait dit c'est à cause du gouvernement que j'ai dû quitter le pays. Et c'est vrai, c'est à cause du... Qui quitte le pays volontairement? Qui fait des mois dans le désert volontairement, laissant sa famille, le beignet haricot, le coquille, le plantain, le manioc? Qui va volontairement quitter le pays en faisant ça? Si encore on te met dans l'avion, comme ça a été le cas pour nous, un voyage de 6 heures très agréable, là, tu es très content, tu découvres le monde, mais qui va prendre la mer, qui va braver l'énorme bras de la Méditerranée, les 100 kilomètres du détroit de Gibraltar, sur une mer salée terriblement dangereuse, surtout quand il fait nuit, volontairement, si ce n'est parce que on lui a ôté tout espoir dans son pays. Les mêmes qui célèbrent Francis Ngannou actuellement sont les mêmes qui vous traitent de sans-papiers aujourd'hui. Beaucoup des sans-papiers d'aujourd'hui seront les Francis Ngannou de demain, et les mêmes qui vous ont insulté aujourd'hui vont retourner leur veste. Ne faites donc pas comme ce régime, parce que c'est le mécanisme qu'il utilise pour entretenir son tribalisme d'État. Abdoulaye Thiam, alias Calibré Calibro, est sénégalais parce qu'il n'aime pas Paul Biya. Parce que comme le Cameroun ne lui a pas donné les perspectives, il s'est dit je vais y aller voir ailleurs. Et quand il a vu ailleurs, il a vu que ça se passe très bien. Il vit à Paris. À Paris, tu as l'un des réseaux de métro les plus denses du monde. Vous avez plus de 320 stations dans le métro parisien. C'est-à-dire il y a plus de stations de métro à Paris
que dans tous les pays d'Afrique. Je dis bien rien qu'à Paris. Je n'ai pas parlé du métro de Lyon, du métro de Toulouse, du métro de Marseille. Non, non, non. Rien qu'à Paris, il y a plus de stations de métro que sur tout le continent africain. La station Châtelet-Les Halles est la plus vaste gare souterraine de la planète. L'infrastructure, elle est énorme. C'est-à-dire, c'est la sixième puissance économique du monde. C'est un pays ultra développé, la France, qui plus est avec nos richesses. Maintenant, lorsque Calibro constate cela, il se dit, bah tiens, dans Paul Biya nous a borné. On a quitté notre pays parce qu'il n'y avait rien. Mais finalement, les autres prennent les richesses de notre pays et s'enrichissent ici. Là, on se souvient que, ah tiens, il s'appelle Thiam Abdoulaye et ses parents sont sénégalais. Donc, il faut même pas qu'il parle des affaires du Cameroun. Pourtant, Samuel Eto'o, qui était sans papier en France, est franco-camerouno-espagnol ou hispano-camerounais. Mais il est camerounais parce qu'il a dit que Paul Biya est un bon président et qu'il faut voter pour lui en 2018. C'est comme ça que ce régime fonctionne. Lorraine Etame Mayer, qui était camerounais, est né au Cameroun en 77 à Kribi, mais son père est équato-guinéen. Et non seulement son père est équato-guinéen, mais son père était le ministre du prédécesseur de Teodoro Obiang Mbazogo, qui a été le président Macias, qui a été renversé le 3 août 79 par Obiang Nguema. Et le père de Lorraine Etame Mayer a dû fuir la Guinée équatoriale. Il s'est installé à Montecuento, en Andalousie, en Espagne, près de Séville. Et c'est là où il a éduqué ses enfants. Etame va faire ses classes dans les différentes écoles de foot. Il va passer par Majorque, Eto, Arsenal. Et ce n'est que lors des Jeux Olympiques, à l'approche des Jeux Olympiques dans les années 98-2000, qu'il redécouvre l'Afrique et l'équipe nationale du Cameroun. Il a fait l'essentiel de sa vie en Europe. Mais il est camerounais parce qu'il a rendu de bons et loyaux services à la nation. Sauf qu'il a voulu créer des projets au Cameroun qui ont été mis à genoux par la roublardise d'un régime totalement stupide et incompétent. Et Laurent Etame Mayer ne se remettra jamais de la colère qu'il a eue. Il va claquer la porte des lions indomptables pour toujours. Si Laurent Etame Mayer dit maintenant que bon, le Cameroun est un pays pervers qui n'a pas voulu que je construise ce que j'avais à construire, on va lui rappeler que, ah tiens, tu es équato-guinéen. Parce que voilà, quand tu te désolidarises de la mangeoire, tu deviens étranger. Quand tu te désolidarises d'un régime de pervers, tu dois aimer leur perversion, tu dois aimer leur facétie, tu dois approuver, accepter. Si tu es contre, bah tu es un étranger, tu es ta mère, t'es même boulot, bafan et consort. Et donc voilà. C'est ce qu'il faut éviter. Et comment on peut éviter ce genre de construction perverse en créant ce qu'on appelle une conscience nationale? Regardez la Suisse, près de la France, près de l'Allemagne, près d'ici, en fait, les pays que je connais très bien parce que je bouge beaucoup, la Suisse, l'Allemagne, la France. En Suisse, parce qu'on parle français et allemand, et je me sens très à l'aise dans les deux langues, donc j'ai pas de problème quand je suis à Basel ou quand je suis à Lausanne. La Suisse est un pays qui a 4 langues différentes. Le français, l'italien, le Deutsch, dont l'allemand, et le romanche. Les 4 langues, justement, enfin, ça fait que les Suisses, il y en a qui ne parlent pas les 3 autres langues, donc les Suisses ne se comprennent pas forcément. Mais pourtant, c'est l'un des pays les plus développés du monde. L'index de développement humain, l'UDH, en 2019, leur donnait des parts leur donnait la deuxième position mondiale. Ils ont un produit intérieur brut de 80 000 euros par habitant. Avec le Qatar et le Luxembourg et Singapour, c'est les pays qui ont les plus hauts revenus par tête. C'est des pays où il y a une qualité de vie exceptionnelle. Déjà, la propreté du pays vous effraie. Même si vous venez de l'Allemagne, qui est déjà très propre, quand vous arrivez en Suisse, vous avez l'impression de sortir d'une poubelle pour aller dans une villa luisante. C'est extrêmement propre la Suisse, surtout les parties germanophones. Donc, avec les grands groupes que vous connaissez, Nestlé, Rolex, Omega, les grandes entreprises mondialement connues, Nescafé et tout. Alors, mais comment la Suisse réussit à fonctionner alors qu'elle est multilingue? Parce qu'ils ont créé ce qu'on appelle le Eidgenossenschaft. En allemand, ça veut dire le serment d'alliance. La Suisse existe depuis plusieurs siècles, dans les années 900. C'est-à-dire, il y a près de 1000 ans, on en parlait déjà, 920, 924, on parlait déjà de la Suisse. Mais la Suisse, dans la configuration actuelle, a été créée sur, justement, un serment qu'ils ont signé en 1291. Il y a les 3 cantons primordiaux, le canton d'Uri, le canton de Unterwalden et le canton de Schwyz. Et c'est justement le Schwyz qui va donner le nom Schweiz en allemand ou Suisse en français. C'est de là que ça vient. Ces 3 premiers cantons se réunissent en décembre 1291 dans une prairie
caché dans la forêt qu'on appelle la Rutlévise, si vous voulez. Donc ils vont signer là-bas le serment de Rutli, le serment qui dit, nous les trois cantons, nous allons nous réunir maintenant pour vaincre les Habsbourg. Les Habsbourg, c'était la dynastie qui était qui régnait là dans la région et qui sinistrait justement ces peuples-là. Ils disent, à partir de maintenant, nous allons jurer d'être ensemble pour toujours. Ils appellent ça le Ewiges-Schwur, le serment éternel. Nous allons nous unir pour toujours. Même si nous sommes des cantons différents et indépendants, nous allons nous réunir autour de ce qui nous rassemble actuellement, la volonté de vaincre les Habsbourg. Aujourd'hui, vous avez en Suisse 26 cantons et vous avez donc ces 4 langues-là auxquelles vous pouvez encore ajouter l'anglais, vu que Genève et Zurich sont des villes internationales. Il y a plus de sièges internationaux à Genève qu'il y en a à New York. Mais qu'est-ce qui va nous réunir ensemble? Nous allons définir certains critères qui nous réunissent. Il y a donc déjà le fameux serment de Rutli, le Rutli-Geschwur. Il y a la volonté justement de ne pas se mêler au conflit des voisins, la fameuse neutralité suisse. C'est-à-dire, si l'Allemagne a un problème avec la France, ça les regarde. Nous n'allons pas permettre aux troupes allemandes, aux Français de survoler notre territoire pour aller bombarder l'autre. Nous pouvons continuer de faire des relations commerciales avec chacun sans nous intéresser à la... Et c'est exactement plus ou moins ce que la Suisse fait pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale et tout. Même si de temps à autre, l'Allemagne nazie leur met la pression et en fonction de certains compromis et de certains échanges financiers avec Hitler, les navires de la Wehrmacht, les vaisseaux de la Wehrmacht, de l'armée de l'air hitlérienne survolent le territoire suisse, ou encore que à un moment donné, vous trouvez des troupes hitlériennes ça et là, mais généralement, la Suisse brille par une neutralité absolue. Dans les paradigmes internationaux, vous pouvez être en guerre entre vous, mais elle continue d'échanger avec vous, elle s'en fout de vos guerres. C'est ça qui les réunit. Ce qui les réunit encore, c'est le principe de la démocratie directe. Eux, on consulte les populations sur tout. Il n'y a pas d'accaparement du pouvoir par une entité spéciale qui va dire c'est notre ennemi. Non, le président de la Suisse, vu qu'il n'y en a pas vraiment, il est élu pour 1 an. Enfin, il est là pour 1 an. Le président actuel, il a pris ses fonctions en décembre 2020, ou si vous voulez le 1er janvier 2021, et il va quitter le pouvoir le 31 décembre 2021. Le président de la République, je ne dis pas le président de l'association du JAPAP du sous-quartier, non, 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 le président de la République. La Suisse est donc constituée comme ça, comme une confédération, justement sur la base de... Nous sommes certes autonomes, c'est ça la différence entre la confédération et la fédération. La fédération, ça veut dire, la confédération, ça veut dire on est 26 cantons, on peut faire en fait ce qu'on veut, on a nos lois, on ne dépend pas forcément de l'État central, mais comme on a juré d'être une communauté de destin, qui a la même destinée, le même avenir, nous allons rester ensemble comme une entité, comme un pays, et qui partage justement ces libertés-là, de ne pas se mêler aux autres conflits ou de pratiquer la démocratie directe. Et pour éviter qu'il n'y ait de discrimination linguistique, vous allez vous rendre compte que l'indicatif de la Suisse, c'est le CH. Ce n'est ni en français, ni en anglais, ni en allemand, ni en italien, ni en romanche. C'est en latin. Ça veut dire Confederatio Helvetica, c'est-à-dire Confédération helvétique. Pour que, voilà, tout le monde, pour qu'il y ait un équilibre partout. Et il n'y a pas non plus de capitale, même si le président va séjourner à Berne, qui n'est pas une ville si importante que ça, vu que c'est à Genève et à Zurich qu'il y a des choses à voir. Mais voilà, on va prendre Berne, qui va justement abriter la capitale. Et le canton originel, le canton qui a donné le nom au pays, c'est-à-dire le canton de Schwyz, ne se plaint pas en disant « Ah tiens, c'est nous qui avons fondé ce pays et qui lui avons donné ce nom, pourquoi vous ne mettez pas vos institutions ici, votre capitale ici ?» Non, c'est pourtant le canton qui garde le fameux serment de 1281 qui avait été signé entre les 3 premiers cantons, dont la Confederatio Helvetica CH, que vous retrouvez aussi bien dans les destinations quand vous voulez voir le pays, on met CH pour la Suisse, ou quand la monnaie suisse, on va mettre FRCH, c'est-à-dire le Schweizer Franken, le franc suisse, mais on va pas écrire Suisse, on va écrire CH pour dire le franc de la Confédération helvétique. C'est comme ça qu'on permet à un pays de rester ensemble, de rester unis sur une mosaïque, en fonction de ce que les gens partagent et non en fonction de ce qui les divise. Le Cameroun, qui aime copier les mauvais exemples sur les inondations et consorts, devrait plutôt s'inspirer des exemples comme celui-là. Maintenant, ce qu'il faut enseigner à nos
compatriote et que Famundongo et sa bande de cloportes évitent d'enseigner aux Camerounais, c'est ce que je disais tout à l'heure, le livre de Théophile Obenga, Origine commune de l'Égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines modernes. Là, vous allez vous rendre compte que de toute façon, comme le disait Cheikh Anta Diop, nous sommes les héritiers lointains de la tradition de la vallée du Nil, où les Égyptiens voilà, on définit plus ou moins ce qui a été la grandeur de l'Afrique plus tard. Ça fait que même les langues que nous parlons aujourd'hui ne sont que des versions améliorées ou changées au fil des millénaires parce que la langue est dynamique, la langue vit. Le français n'est pas le même aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Même dans la même ville, d'un quartier à l'autre, le français n'est pas le même. Quand vous allez je sais pas, à New Bell, on parle en disant, eh, ma grande, qu'est-ce que tu veux? Mais quand tu vas à Bonapriso, chez les Bobos, chez les Nantis, on dit grand frère, que désirez-vous? C'est comme ça. Donc la langue se modifie en fonction de l'éloignement. Si je suis en Italie, la langue courante parlée va différer de la langue, je sais pas, de la langue courante parlée au Cameroun. Je sais pas, en Allemagne, je vais dire, quand on va me demander tu go où, je vais dire je go au Bahnhof. Bahnhof, c'est la gare. On ne parle pas comme ça au Cameroun vu que le mot Bahnhof n'existe pas. La gare, on dit la gare vu que les Camerounais ne parlent pas allemand au Cameroun. Ils ne vont donc pas dire je go au Bahnhof, ils vont dire je go à la gare. La même langue, le franc-anglais, a changé simplement parce que la distance a changé. L'éloignement, dont les nouveaux paradigmes environnementaux ont été différents et c'est pour ça que la langue prend des couleurs différentes. Mais sinon, tout à l'heure, quand je prenais l'exemple entre l'éton et les langues bamileke, les langues de l'Ouest, si vous voulez, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres a priori, mais on voit qu'il y a des similitudes entre Ntiwa, ton seigneur, et Siewe, ton seigneur, ou entre voilà, Nti et Si, ou entre, je sais pas, les arcanes, la façon dont la langue a été codée, quand on dit où est-ce que tu vas, enfin où est-ce que tu habites, c'est comme si on te demandait où est-ce que tu es assis. Ou lorsqu'on te dit monte, on ajoute le complément en haut, monte en haut, descend en bas. Ou encore la différence entre le blanc, la couleur de la peau, et le blanc, enfin les Européens. L'Africain n'a pas été y habitué. Les langues africaines ne désignent pas les gens habituellement par leur couleur. C'est pour ça que chez les Étones, les blancs c'est Ntangni, mais la couleur blanche, quand on va dire ce chargeur est blanc, on va dire Atepum, il est blanc. Ce n'est plus Ntangni, pourtant c'est toujours le blanc. Les Éons devront faire la même chose et c'est principalement comme ça dans toutes nos langues. C'est-à-dire il y a ces arcanes-là, il y a ces codes-là qui obéissent plus ou moins à la même logique et qui font que quand on étudie l'historique de nos langues, on constate qu'en fait elles sont les dérivées d'un socle commun qui a juste été modifié par l'éloignement. En Kikongo, en RDC, on va dire Nzambi. Chez les Bassons, on va dire Nyambe. En Néonde, on va dire Zamba. En Éton, on va dire Zama, et ainsi de suite pour dire Dieu, le Seigneur, enfin toutes les appellations qu'on peut avoir. Vous faites cela à énormément de choses. Vous allez vous rendre compte que sans être similaires à première vue, quand vous entrez dans le fond des choses, ces langues-là ont une ressemblance énorme. Et c'est ça qu'on refuse d'enseigner parce qu'il faut entretenir un tribalisme d'État qui sinistre la République. J'étais en Italie en 2016 où j'ai rencontré un Camerounais très dynamique, Nwambe Siake, qui m'a justement fait cadeau de son livre Le culte des ancêtres chez les Bamileke, c'est le titre de ce livre. Et dans le livre, il dit qu'est-ce qui fait que les Bamileke pratiquent le culte des crânes? Les Égyptiens, chassés par les conquêtes ottomanes au moment du déclin de des dynasties égyptiennes noires, avant les Ptolémées et tout, ont été chassés de là et ont convergé vers la partie méridionale de l'Afrique. Ils avaient conservé l'habitude de momification des corps, sauf que ce n'est pas facile de se déplacer avec un cadavre entier, dont au fil des ans, au fil des siècles, ils se sont habitués à n'emporter que la tête, parce que transporter tout le corps c'est lourd s'il faut fuir en même temps. C'est pour ça que quand ils se sont sédentarisés à nouveau dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique équatoriale, nos ancêtres ont gardé dans leur esprit ce culte-là sur la tête par habitude, l'habitude étant une seconde nature. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la tête. Les Européens qui, eux, n'ont pas bougé, continuent de pratiquer l'embaumement de leur corps, les papes et machin. Vous allez à Nevers, en France, vous allez voir Sainte Bernadette, comme on l'appelle, voilà, celle qui prétend avoir vu la Vierge Marie à Lourdes. Elle est conservée avec une enveloppe de cire dans la basilique qui se trouve là-bas, et ainsi de suite. Si aujourd'hui les Européens sont poursuivis et se mettent à fuir, certainement ils vont eux aussi commencer à décorer
Enfin, eux aussi vont peut-être commencer à transporter uniquement la tête et peut-être de fil en aiguille, quand ils vont se sédentariser à nouveau, ils vont garder la tête comme élément principal. C'est ce qui s'est passé et ça montre donc que nous avons ce socle commun. En fait, les travaux, enfin le récit de Noam Dessia qui coïncide avec les travaux sur la langue de Théophile Obenga ou avec les constats de similitude entre l'égyptien ancien, les langues égyptiennes anciennes et le Wolof de Cheikh Anta Diop qui disait que oui, même avec son Wolof, il y a des similitudes. L'appellation de l'être humain, l'homme, mot ou mota ou muntu ou ce que vous voulez, qui donne au pluriel bot ou boto ou bota ou banto, c'est-à-dire les êtres humains, les gens. C'est comme ça que l'Africain désigne son semblable. Il ne dit pas les blancs, les noirs, les bleus, non. Quand vous entendez Bamenda, Bafan, Bafo, bah, les gens, c'est-à-dire les gens. Même chez les fonds dit Petit Benanga, et ainsi de suite. Vous allez au Congo, vous allez voir les Banene, les Batundo, vous allez au Rwanda, vous allez voir les Batwa, les Bahutu, les Batutsi, c'est comme ça qu'on les appelle, ce que vous dites aujourd'hui, Utsi, Tutsu et consorts. Voilà comment fonctionne la langue et voilà comment on peut nous rééduquer au paradigme linguistique pour éviter l'imbécilisation par le tribalisme, par des gens qui ont besoin du tribalisme pour conserver le pouvoir. Maintenant, pour conclure, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, j'aimerais bien terminer 100 ans additionnels en 1h30. J'espère y arriver. Nous avons... enfin, pour terminer, parce qu'on on va terminer par là, on a commencé, Francis Ngannou, qui est maintenant champion du monde, a la responsabilité de participer aussi à l'éducation sociale de ses compatriotes. Il a gagné, il fait la fierté de tout le Cameroun, il n'est donc pas Bamileke, il est Camerounais. Et nous sommes très contents que les choses soient ainsi. Ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit, il doit comprendre que maintenant il a une voix qui porte. Hier, il est passé de star à superstar. Non, en fait, il est passé de superstar à légende mondiale. Aujourd'hui, il fait peur à tout le monde. Le combat, vous avez regardé, c'était exceptionnel. J'ai pris goût à regarder ces combats-là. Je peux le regarder en boucle, je le regarde comme un fou toute la journée. La seule chose que je reproche à ce combat, c'est qu'il était très court. J'aurais bien aimé que notre champion s'amuse un peu encore avec ce cher Miocic et qu'il lui montre comment ça se passe à Batier quand on déguste le coquille avec le manioc chaud. Sauf que, bon, maintenant qu'on est champion du monde, il faut utiliser sa voix, son aura, comme Mohamed Ali le faisait. Il vit aux États-Unis, Francis Ngannou, enfin il était aux États-Unis, ça s'est passé dans le Nevada, à Las Vegas. Megan Rapinoe, qui est aussi la championne du monde dans sa catégorie, le football, elle est très forte pour ses opinions politiques, bon, notamment le soutien aux homosexuels et tout. Enfin, je parle des États-Unis, c'est pas le paradigme camerounais. La priorité principale actuelle n'est pas le soutien aux homosexuels, même si je ne vous demande pas de les assassiner. Oui, il faut respecter les humains. D'ailleurs, vous faites dans vos chambres, dans vos maisons, des choses pires que l'homosexualité. Alors, ce que Ngannou doit faire, c'est se prononcer très souvent quand on a besoin de savoir sur les sévices qui sont commis par les autorités camerounaises au nom des droits de l'homme. Il ne doit pas arriver au Cameroun et se taire parce que celui qui se tait est complice de l'injustice. Quand Samuel Eto'o dit soutenez Paul Biya, bah, il s'est battu, il a donné son opinion politique. Le problème, c'est qu'il dit soutenez Paul Biya parce qu'il a peur de la répression s'il dit le contraire. Il faut que tous les champions du Cameroun apprennent à s'exprimer et à faire porter leur voix. C'est leur voix qui fait pression pour que les choses prennent fin. Il faut qu'un Ngannou sorte et dise arrêtez de dire les Bamileke sont des porcs, arrêtez de dire talibans. Il faut qu'ils disent tout ce qu'ils disent les talibans, les porcs, ou les moutons, ou les, je sais pas, les toc-tocs anglophones, ou les paresseux, les bêtis paresseux, ou les, voilà, ou tous ceux qui dénigrent une ethnie pour une autre, quelle que soit la raison, doivent cesser de se considérer comme ses fans. Il faut qu'ils le disent. Ça ne sert à rien de se faire aimer par tout le monde parce qu'on se tait. Il vaut mieux être détesté par quelques méchants parce qu'on a ouvert la bouche pour dire la justice. C'est bien mieux comme ça. Nous avions tous la possibilité de rester l'ami de tous les Camerounais en ne disant rien, mais nous avons décidé d'avoir des ennemis parce que nous combattons la justice, ce qui pour nous est le bon combat. C'est ce que Ngannou doit faire. Puisque, comme je le disais, il n'y a que deux tribus au Cameroun. Il y a la tribu des imbéciles mangeurs, les gourmands, qui se sucrent sur le dos de la population. Il n'y en a que deux. Dans cette tribu, vous trouvez les Bamileke, les Boulous, les Mundans, tout ce que vous voulez. Ils sont dans l'administration. C'est la bande à Atanganji, le gang de malfrats. Ceux qui sont incapables de vous finir un stade à 200 milliards. Ceux qui dégustent le champagne à 1,5 milliard. C'est cela, la tribu, la seule tribu du Cameroun. Et après, il y a la tribu d'en bas, nous. C'est-à-dire nous, et dans nous, il y a encore tout le monde. Nous, les gens qui ne sommes rien et qui subissons la répression politique de l'administration Biya. Donc,
C'est comme ça que cela doit fonctionner. En 1848, Karl Marx a écrit le manifeste du Parti communiste avec son ami Friedrich Engels. Et dans le livre Le manifeste du Parti communiste, il précise que il n'y a pas en fait d'ennemis, de tribus, de peuples, machin. L'histoire de toute société à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. Il y a la bourgeoisie, comme on l'appelait avant, et il y a ce qu'on appelait avant le prolétariat. Il y a ceux qui vivent dans l'aisance, ceux qui n'ont pas de problème, pour qui il fait bon vivre. C'est ceux-là qui vous disent que vous pouvez vivre avec 36 000 francs par mois. L'autre tribaliste, là, comment il s'appelle, celui qui a perverti l'affirmation de Maurice Kamto au Conseil constitutionnel, ce fourbe cynique mollusque serpent de Grégoire Rona, il dit à 36 000 francs, vous pouvez vivre au Cameroun. Vous pouvez, c'est-à-dire, il fait bon vivre au Cameroun avec 36 000 francs. Lui, c'est le salaire qu'il va donner à sa petite, à la petite sœur du chien de sa petite, je sais pas, pour son argent de taxi pour acheter, je sais pas, sa nouvelle barrette ou son nouveau mouchoir. C'est ça qu'il va lui donner, mais il vous demande de vivre avec ça. Aujourd'hui, un autre, je ne sais pas s'ils se rendent même compte du crétinisme dont ils font preuve à la face des Camerounais, un autre Zang parmi les Zang qu'il y a au RDPC est venu vous dire tout à l'heure sur le plateau de droit de réponse que avec 250 francs par mois, vous pouvez vivre. Le Cameroun est le seul pays au monde qui vous permet de bien vivre avec 250 francs par mois, donc tout va bien. Même si votre PIB dépasse à peine les 30 milliards de dollars. Le petit Rwanda, qui sort de la guerre de 94, qui a assassiné 800 000 personnes en quelques jours, a aujourd'hui, pour seulement 9 millions d'habitants, un PIB de 12 milliards. Dans 10 ans, le Rwanda aura le même PIB que le Cameroun, or ils sont 3 fois moins nombreux. C'est terrible. C'est-à-dire, c'est incroyable. Bref, voilà. Et il faut donc, justement, que les gens comprennent que c'est de cela qu'il s'agit, la lutte des classes. Il y a les pervers animaux qui trônent au-dessus d'un peuple qu'ils écrasent sans le moindre scrupule. Et il y a en bas un peuple qui souffre. C'est ce que Marx nous dit et nous sommes encore en plein dedans. Les gens doivent donc comprendre maintenant la leçon de fin pour les Camerounais que le parti politique MRC ne veut pas savoir si vous êtes Bolo Bamileke ou consort. Maurice Kamto n'a fermé la porte à personne. La politique, c'est le programme politique. Choisissez un parti pour son programme. La fourberie du régime se mesure au fait que les gens ne parlent jamais du programme du MRC. Et il vous parle de Maurice Kamto. C'est lui qui est à l'origine du fait que votre appareil génital souffre d'une pénurie d'érection depuis, je sais pas, une semaine. C'est pour lui que... c'est à cause de Maurice Kamto que votre femme est stérile. C'est lui qui a écrit la constitution qui fait qu'on peut tuer les gens dans les geôles du CED. C'est lui qui a écrit le code électoral. En fait, Maurice Kamto était le président de la République du Cameroun sans le savoir, puisqu'il a tout fait. Vous comprenez donc la perversion d'une machinerie que ces gens ont créée pour abrutir les cerveaux et communiquer de fausses informations pour diaboliser un opposant qui représente pour eux un danger. Si vous voulez parler contre le MRC, débattez sur le fond. Élément 1, le MRC dit, pour la séparation des pouvoirs, le président de la République, contrairement à l'époque actuelle, ne sera plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Que pensez-vous de cela? Oh là, on débat dessus. Laissez les histoires de Bamileke, Kamto et Bamileke, mais il n'y peut rien. S'il y a des Bamileke au MRC, sachant qu'ils ne vous ont pas chassé, quand j'ai dit sur Facebook que je vais intégrer le MRC, c'était en février 2018. Je n'ai pas demandé la permission à quelqu'un, c'est mon droit, et on ne m'a pas chassé, or je m'appelle Ekanga. Au contraire, Alain Foguet, qui est Bamileke, m'avait appelé pour me dire « Ah ben, est-ce que ça te parle le MRC? Comment tu... voilà. » Et voilà. Il aurait pu dire « Ah, toi, tu intègres le MRC ?» Bah jamais, laisse tomber, hors de question. C'est pour les Bamileke. Mais non, il ne l'a pas fait. Donc la porte ne vous est pas fermée. Ce sont les tribalistes qui, pour justifier leur tribalisme, vous disent qu'ils ne peuvent pas intégrer le MRC parce que c'est un parti tribal. Supposons, j'ai des grains de haricots dans une marmite, il y a des blancs, il y a des haricots blancs, il y a des haricots rouges. Et après, un haricot rouge se lève et dit, je vais créer une société, j'emploie tout le monde. Et là, il dit, j'emploie tout le monde, mais ce sont les haricots rouges qui viennent en premier vers lui. Il demande aux blancs, mais pourquoi vous venez pas? Et les blancs disent, ah non, regardez, il n'y a que les rouges parmi vous. Je ne veux pas me mêler à ce parti tribal. C'est l'argumentation la plus absurde qui puisse exister, vu que la meilleure façon pour que ce ne soit plus un parti exclusivement rouge, c'est que les haricots blancs se joignent aux rouges.
Tout simplement, de la même façon que les Bamileke ne doivent pas dire le RDPC est un parti de boulot et que je ne veux pas y adhérer. Si le RDPC te plaît dans son programme, bon, moi je dis qu'il n'en a pas, mais 32 égale à 500, dont les gens sont capables de voir ce qui n'existe pas. Alors vas-y, ne dis pas qu'ils sont boulot et que c'est un parti du village et que tu ne veux pas y intégrer. Par contre, s'ils te chassent en te disant rentre chez toi, là tu sais qu'ils sont tribalistes. Le MRC n'a chassé personne en disant rentre chez toi, donc il n'est pas tribaliste. Je mets au défi, il y a, je sais pas, 4 millions d'habitants à Douala ou à Yaoundé. Supposons que dans les 4 millions, il y a 2 millions des Wondo. Je mets au défi les 4 millions, les 2 millions des Wondo de Yaoundé de dire maintenant qu'ils veulent une carte du MRC. Je leur mets au défi qu'un seul d'entre eux revienne en me disant on l'a repoussé. Comme ça, on saura que le MRC est un tribaliste, est un parti tribaliste. Mais quand des tribalistes utilisent leur tribalisme pour vous dire que vous êtes tribaliste, on aboutit à la perversion politique qui a poussé cet animal de Grégoire Oona de dire au Conseil constitutionnel que Kamto est un tribaliste. Or, Kamto dit justement, je veux être comme vous. Vu que vous ne m'aimez pas moi, le Bamileke, vous dites qu'un Bamileke ne sera pas président. Bon, s'il faut être boulot, puisque j'ai déjà le programme, j'ai tout, j'ai les compétences, maintenant je vois qu'il me manque d'être boulot. Alors, laissez-moi passer le concours, je serai boulot et je vais présider au destiné de la nation où je vais implémenter mon programme. Donc, c'est ces gens-là, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et c'est ça qui pourra nous conduire, si rien n'est fait, si cette éducation-là n'est pas menée, à ce qui s'est passé en 94 au Rwanda, où on a ourdi des haines entre les Hutus et les Tutsis et les Hutus, qui parlent la même langue. Ils parlent tous le Kinyarwanda, ils parlent tous les mêmes langues. Mais on leur a dit non, en fait, vous avez des éleveurs, des agriculteurs, vous avez des organisations sociales différentes, dont vous êtes trois tribus différentes, les Tutsis, les Hutus, les Tois, ou les Batutsis, les Bahutus, les Batois. Et donc maintenant, les Allemands ont dit que les Tutsis sont supérieurs aux Hutus, ils sont plus intelligents. Comme aujourd'hui, on dit que le centre est plus intelligent que les gens de l'Ouest et que les gens de l'Ouest ne savent que faire le commerce. De fil en aiguille, on instrumente, on nourrit les haines comme ça qui conduit des pays à se déchirer. Pour que nous n'aboutissons pas au génocide rwandais 1994, ne commettons pas cette erreur-là. Aujourd'hui, le Rwanda se reconstruit de manière fabuleuse. Les Rwandais se rendent compte que, mais finalement, on pouvait vivre ensemble. Ils se rendent donc compte de la stupidité que ça a été de céder aux sirènes de la haine et de la dislocation en 1994. C'est aujourd'hui l'un des 10 pays, le pays africain le mieux géré au monde devant l'Afrique du Sud, l'un des 10 pays dans le monde entier les mieux gérés. Et voilà, avec Kigali, la capitale la plus propre d'Afrique, et le dynamisme économique de Paul Kagame qui attire plus en plus les investisseurs étrangers, avec même des pôles de création technologique qui voient déjà le jour bientôt. Le Rwanda va importer les machines-outils, enfin le Cameroun va importer des machines-outils fabriquées par le Rwanda, parce qu'ils ont compris trop tard ce qu'ils auraient dû comprendre trop tôt. Le Cameroun actuellement peut éviter la rwandaïsation du pays, mais avec des femmes Ndongo, des Grégoire, on a des Paul Biya, je suis désolé, ça va être très compliqué, parce que pour garder le pouvoir, ils seront prêts à tout vous dire. Ils vont vous dire que comme Kamto et Bamileke, c'est pour ça que vous avez la chaude de pisse, c'est pour ça que vous avez les faiblesses sexuelles, c'est pour ça que vous avez des problèmes de stérilité, c'est pour ça que votre femme vous trompe, c'est pour ça que on tue les gens en dissimulant leur corps comme Wazizi, parce que c'est Kamto qui a créé le programme. Donc il y a Paul Biya, le président, ils disent je ne soutiens pas Kamto parce que c'est Kamto qui a écrit le programme qui permet de tuer les gens. Mais il continue de soutenir l'artificier principal, donc celui qui coordonnait tout. C'est terrible. Donc on laisse le chat de bandit, on s'apitoie sur le sous-fifre. Kamto a rédigé le code électoral qui permet de manipuler les élections, dont je ne soutiens pas Kamto, mais je soutiens Paul Biya qui a validé le code électoral vu qu'il est la dernière voix. C'est lui qui décide de la pluie et du beau temps. Kamto a demandé qu'on tue les gens en 2008, dont je ne soutiens pas Kamto, mais je soutiens celui qui a ordonné, parce que Kamto a juste écrit la loi que bon tuer les gens. Mais je ne soutiens pas celui qui a juste écrit la loi, je soutiens celui qui a dit au fait, voilà, ils sont partis, les apprentis sorciers, là, ils vont aller les assassiner. Voilà la logique du biaïsme, ce que j'appelle le wamakulisme, la perversion absolue. Il ne faut donc pas céder à cela. Je crois avoir été assez simple et détaillé dans mes explications. J'ai expressément augmenté de 10 minutes parce que c'était la dernière, la trilogie. Voilà, je vous remercie en tout cas encore d'avoir été là sur les trois
Dernier jour, j'espère que les thèmes ont été assez instructifs pour vous. Il y a les vidéos des récents thèmes sur mon mur, donc vous pouvez regarder le thème 1, thème 2 et le thème 3 qui est le thème d'aujourd'hui. Maintenant, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce que je pense du monde et de la société, je vous invite encore à acheter ce livre que j'ai écrit quand je suis revenu de la campagne électorale au Cameroun. Il est disponible sur Amazon. Tu dois t'impliquer, c'est le titre. Je vais vous mettre le lien en sous-titre. Et maintenant, pour ceux qui veulent un exemplaire signé, vous m'écrivez dans la messagerie et on élabore les modalités d'acquisition. Là-bas, vous allez trouver aussi la raison pour laquelle j'ai choisi le MRC. Et là-dedans, il y a le volet tribalisme. Pourquoi est-ce que, enfin, ce que je pense du tribalisme et du MRC, ce que je pense de, enfin, l'idéologie selon laquelle le MRC serait un parti tribal. Donc tu dois t'impliquer, achetez-le. Ceux qui l'ont lu ne l'ont pas regretté. Il est très simple à lire. Et voilà, on pourrait y après en discuter un jour dans un live spécial sur un thème précis et contenu dans ce livre. Voilà, cher Antadium disait, armez-vous de science jusqu'aux dents. Nous essayons donc de faire la science et de s'armer mentalement pour qu'on ne nous manipule plus. Je vous souhaite un excellent dimanche et à la prochaine pour une prochaine trilogie peut-être. Les semaines à venir, je vais en organiser d'autres. Je n'organise pas trop de live ces dernières semaines. Je trouve d'ailleurs curieux, mes textes sont plus lus. Ce que je voulais est arrivé. Je ne voulais pas être celui-là qui habitue les Camerounais à regarder une vidéo parce que bon, c'est la vidéo. Je voulais être celui qui fait mentir les gens selon lesquels les Africains ne lisent pas. Et je vois que en fait, mes textes sont plus diffusés que mes vidéos. Ça me satisfait énormément parce que ça montre que quand c'est écrit de manière accessible et sur les thèmes qui nous concernent, les Africains lisent. Donc lisez aussi celui-ci. Quand vous aurez fini de lire cela, quand le Covid sera passé, j'en écrirai d'autres parce que ma volonté n'est pas de faire accéder à Maurice Kamto au pouvoir par tous les moyens. Ma volonté est d'écrire pour que les Camerounais soient édifiés et sortent de l'imbécilisation dans laquelle on veut les mettre. Bon dimanche à vous et à la prochaine. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance.